Les têtes se tournèrent. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une syllabe. Les oiseaux s'envolèrent des haies. C'était Miss Lydia Spence, la vieille fille organiste de Saint-Luc, debout au-dessus de quelque chose ou de quelqu'un, derrière les rhododendrons. « Ciel miséricordieux !» s'écria-t-elle d'une voix soudain frêle. « C'est Monsieur Félix d'Evril. » Plusieurs personnes se précipitèrent. Le révérend Topham arriva essoufflé, suivi du major Braithwaite qui, malgré sa corpulence, se déplaçait avec une rapidité alarmante en cas de crise. Miss Marple ne se précipita pas. Elle posa sa serviette à côté de l'assiette vide, ajusta ses gants et se dirigea d'un pas vif mais posé vers l'endroit. Félix d'Evril était allongé sur l'herbe, à moitié à l'ombre. Ses yeux étaient ouverts, fixant le paysage avec ce regard inimitable et sans vie que reconnaît toute personne ayant vécu longtemps dans un village anglais. Sa veste était de travers, sa cravate de travers. Une main était repliée vers l'intérieur, comme si elle avait tenté de saisir quelque chose dans son dernier instant. Le plus curieux de tout, à côté de lui, niché dans l'herbe, se trouvait un bout de bougie, éteint, mais brûlé à une extrémité, comme s'il avait été brûlé une fois, éteint et réutilisé. Il y eut un silence. Mademoiselle Spence serrait son livre de prière comme un talisman. Madame Hollowell, en voyant le corps, devint toute verte et dut être aidée à s'asseoir sur un banc. Le docteur Rowntree, appelé rapidement par un enfant serviable, arriva peu après. C'était un homme vif et soigné, portant des lunettes rondes et un penchant pour les phrases latines. Il s'agenouilla, vérifia son pouls, puis soupira de cet air fatigué et professionnel qui suggérait que la mort était terriblement gênante, mais finalement pas surprenante. « Mort », dit-il, « probablement à l'instant. Du cœur peut-être, ou quelque chose de plus fort. Je préviendrai la police. » Miss Marple, toujours debout près du bord des rhododendrons, regarda la bougie. Elle seule semblait le remarquer. Et tandis que les murmures commençaient, était-ce du poison? Était-ce son cœur? Qui l'avait vu pour la dernière fois? Elle inclina légèrement la tête et murmura « Une bougie qui a brûlé 2 fois. C'est très curieux. » Personne ne l'a entendu. Les villageois s'étaient déjà mis à bourdonner. Les ragots, comme le lierre, avaient commencé à grimper au mur de chaque esprit et de chaque foyer. La mort de Félix d'Evril, veuf depuis peu, ancien londonien, auteur de poésie oubliable et amateur de longues promenades au crépuscule, était plus qu'une tragédie. C'était une rupture, un bouleversement dans le monde poli et équilibré de Rose Hill. Et Jane Marple, sans élever la voix ni froncer les sourcils, avait déjà commencé à réfléchir. Il ne s'agit pas seulement de la bougie, mais à propos de la façon dont Félix avait parlé, la veille encore, chez le marchand de légumes, comme s'il avait peur de quelque chose ou de quelqu'un. Et à propos de l'étrange remarque que Madame Hollowell avait faite ce matin-là, concernant les testaments et les gens qui reviennent trop tard pour les modifier. Miss Marple, voyez-vous, avait tout remarqué, et Rose Hill, même si elle ne le savait pas encore, n'était plus tout à fait en sécurité. Pas avec un meurtrier, ou pire, un menteur très poli, parmi eux. Chapitre 2. L'homme aux 2 vies. C'était le lendemain matin et le village de Rose Hill commençait déjà à trembler sous le poids des murmures. Félix d'Evril était mort. Ce simple fait, exprimé au petit déjeuner, murmuré devant la boulangerie ou suggéré derrière des mains gantées, était plus qu'un commérage. C'était une source de réconfort. Dans un endroit où les vies se déroulaient lentement et de manière prévisible, où le rythme du jardinage, du thé et des chants religieux offrait un réconfort, une mort soudaine et indicible était presque palpitante. À l'extérieur du bureau de poste, Madame Beryl Crossley a déclaré à sa belle-sœur qu'elle avait toujours pensé que M. d'Evril avait l'air nerveux. Au Red Fox Inn, M. Appleyard, qui se disait journaliste à la retraite mais avait en fait écrit des nécrologies pour la chronique de Kent pendant 2 décennies, on parlait sombrement de circonstances suspectes et on prédisait une arrestation avant dimanche.
Même les enfants qui allaient à l'école se mettaient au défi de se faufiler près des rhododendrons du presbytère, comme si l'herbe murmurait encore les secrets d'un corps qui reposait là depuis trop peu de temps. Et dans son cottage de Church Lane, Miss Jane Marple a mélangé du sucre dans son thé du matin et a réfléchi, pas pour la première fois, que personne n'a jamais vraiment avait une personne jusqu'à sa mort. Pour les villageois, M. Félix d'Evril était un mystère, même s'il ne l'aurait jamais admis. Il était arrivé à Rose Hill 16 mois plus tôt, après la mort de sa femme, dans ce qui avait été vaguement décrit comme un accident de voiture à l'étranger. Il avait loué la maisonnette en pierre bien rangée de Willowbank Lane, celle avec sa lavande envahissante et son loquet de portail rouillé, et y avait vécu une vie de solitude paisible. On le voyait souvent le matin, un carnet sous le bras, le visage légèrement renfrogné, saluant ses voisins de la tête sans même prendre le temps de bavarder. Il fréquentait occasionnellement le club de lecture du village, où il exprimait des opinions acerbes sur Hardy et Eliot, mais ne disait presque rien de ses propres poèmes. Mademoiselle Lydia Spence avait un jour dit qu'il sentait légèrement le clou de girofle et l'encre, un détail qu'elle relatait maintenant avec une grande solennité, comme si cela expliquait tout. Mais qui était Félix d'Evril, vraiment? Miss Marple sirota son thé et étudia la lettre arrivée avec le courrier du matin. Elle était écrite d'une écriture précise et efficace, de son neveu Raymond, de Londres, et regorgeait d'informations sur les éditeurs, les critiques acerbes, et sa dernière tentative de roman psychologique. Elle la lut avec affection, mais sans y prêter attention. Ses pensées revinrent, inévitablement, à la bougie. Elle n'en avait pas parlé la veille, ni au sergent de police, un homme plutôt jovial nommé Wiles, qui semblait plus préoccupé à calmer Madame Hollowell qu'à examiner la scène, et certainement pas au docteur Rowntree, qui avait marmonné quelque chose à propos d'une probable insuffisance cardiaque, avant de reculer avec un haussement d'épaule d'excuse. Mais une bougie, éteinte et carbonisée aux deux extrémités, posée dans l'herbe à côté d'un homme fraîchement mort. Ce n'était pas quelque chose que Miss Marple croyait devoir ignorer. Elle avait connu un jeune curé, pâle, nerveux, amateur de poésie, qui avait pris l'habitude de brûler les extrémités des bougies pour les faire paraître éteintes, juste pour donner l'illusion que la sacristie de l'église était plus fréquentée qu'elle ne l'était en réalité. Une illusion inoffensive, mais l'image lui était restée. Félix d'Evril n'avait pas été vicaire. Miss Marple pensait qu'il n'avait pas non plus été simplement poète. Cela, pensa-t-elle, deviendrait bientôt évident. À midi, la police était de retour, cette fois sous la forme de l'inspecteur Dermot Graves, un homme de grande taille, à la moustache militaire et au visage hâlé à jamais, couleur de cuir de sel. Originaire de Lower Bardsley, il avait cet air légèrement condescendant que les hommes du chef-lieu apportaient souvent dans les petits villages. Mais il faut reconnaître qu'il commença avec méthode. Il a interviewé ceux qui avaient vu M. d'Evril l'an dernier, ce qui s'est avéré être une liste assez longue. Mademoiselle Spence l'avait repéré près de la théière, discutant tranquillement avec Madame Hollowell. Celle-ci avait insisté sur le fait qu'il n'avait à parler que du succès du concours de Génoise et de sa récente participation au concours. Supplément littéraire du Times, le Major Braithwaite l'avait vu marcher vers les rhododendrons, la tête baissée dans une de ses humeurs poétiques, et Honoria Finch a déclaré qu'elle l'avait croisé en se rendant au panneau d'affichage de l'église, bien qu'elle ait admis ne pas lui avoir dit un mot. Plus curieusement, M. Trevelyan, dont l'énergie nerveuse et les longs doigts lui donnaient l'air d'un homme qui pourrait craquer si quelqu'un laissait tomber une cuillère à café, a déclaré qu'il avait pas « Je n'ai jamais vu Félix », même s'il était près des rhododendrons presque au même moment. Miss Marple observait tout cela à distance. Elle était venue au presbytère sous prétexte de rendre un magazine de jardinage emprunté. Une excuse évidente, mais personne ne la contesta. Elle bavardait doucement avec la femme du pasteur, lui donnait son avis sur les pétunias et les pensées, et restait suffisamment près pour entendre les propos de l'inspecteur n'a pas semble reprendre. Par exemple, Madame Hollowell lissait sans cesse sa jupe sur ses genoux.
Nervosité peut-être, ou culpabilité. Et M. Trevelyan jetait sans cesse un regard vers Honoria Finch chaque fois que quelqu'un mentionnait la défunte. Et Honoria elle-même n'avait présenté aucune condoléance, aucune lamentation, pas même l'incontournable « quelle horreur !» que la plupart des Anglaises bien élevées auraient spontanément à l'évocation de la mort. Surtout, Miss Marple remarqua quelque chose d'insignifiant, si insignifiant que ce n'est que parce qu'elle avait vécu 80 ans, en observant les gens se mentir à eux-mêmes autour d'un thé, sur les bancs d'église ou dans des clubs de jardinage, qu'elle l'avait vu. Lorsque Madame Hollowell a mentionné le nom de Félix, elle a hésité une fraction de seconde. Non pas l'hésitation du chagrin, mais l'hésitation de ajustement, comme si elle avait failli dire autre chose. Un autre nom peut-être, ou un titre. À 15 heures, le bureau du coroner avait emporté le corps. L'inspecteur avait déclaré la mort, soudaine, mais pas immédiatement suspecte. Et les villageois, bien que déçus, se tournaient déjà vers de nouvelles théories. L'homme était peut-être malade, ou peut-être s'agissait-il d'un suicide. Une jeune femme dans la boulangerie murmurait à propos de maladies exotiques contractées sur le continent. Mais Miss Marple, marchant lentement dans Willowbank Lane, son sac à main soigneusement glissé sous son bras, sentit les frémissements de quelque chose de tout à fait différent. Les fenêtres du cottage de M. de Vril étaient hermétiquement closes. Aucune fumée ne s'échappait de la cheminée. Aucun chien n'aboyait. Aucun compagnon n'est venu ouvrir la porte. Mais il y avait une bougie à la fenêtre de l'étage, une petite bougie noire et trapue, comme si quelqu'un avait essayé de la brûler par les deux bouts. Elle resta un moment sur le sentier, remarquant les rosiers en désordre, l'allée de gravier sans trace et la très faible odeur. Était-ce de l'encens ou du papier brûlé, porté par le vent? Deux vies, murmura-t-elle, l'une éteinte, mais l'autre brûle toujours. Elle s'est retournée et est rentrée chez elle. S'il y avait quelque chose à trouver, elle le trouverait. Après tout, les bougies peuvent vaciller, mais les secrets, les vrais, laissent de la suie. Chapitre 3. La fille qui a menti 2 fois. Le lendemain matin, une légère bruine s'abattit sur Rose Hill, le genre de pluie qui faisait scintiller les toits et plier les roses trémières comme si elle s'inclinait devant une présence invisible. Church Lane sentait vaguement la pierre humide et le chèvrefeuille. Les villageois se précipitèrent sous leurs parapluies, se saluant d'un signe de tête, les lèvres pincées, comme pour dire « Nous sommes respectables, mais nous sommes aussi terriblement curieux. » Miss Marple, enveloppée dans un châle bleu marine et portant un parapluie pratique dont le manche était légèrement ébréché, entra dans l'épicerie de Madame Fillmore d'un air déterminé. Elle n'avait pas particulièrement besoin de quoi que ce soit, mais elle avait appris, au cours d'une longue vie d'observation, qu'il y avait 2 endroits où la vérité préférait se cacher, dans les registres paroissiaux et dans les conversations informelles. Madame Fillmore, qui tenait l'épicerie avec l'intensité d'un général commandant une campagne, adressa à Miss Marple un sourire radieux, quoique forcé. « Bonjour, Miss Marple. Un peu mouillé, non ?»« Tout à fait, » dit Miss Marple en retirant ses gants avec une délicate précision. « Mais il ne faut pas se plaindre. Je me souviens d'un été de 1924 où il a plu 17 jours d'affilée. La récolte de courges a été complètement ruinée, mais elle a fait des merveilles pour les escargots. » Madame Fillmore rit poliment. « Vous êtes toujours si joyeuse, Miss Marple. Vu, eh bien, les récents désagréments. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « Oui, pauvre monsieur de Vril, si soudain. » Madame Fillmore se pencha en avant, baissant la voix. « On dit que son cœur a lâché. Mais j'ai entendu dire par monsieur Appleyard que l'inspecteur n'était pas entièrement satisfait. Bien sûr, c'est exactement ce que il dit. Et vous savez comment il est. »« Oh, tout à fait, » dit Miss Marple. « Monsieur Appleyard pourrait faire passer un œuf cassé pour une tentative d'assassinat. » Madame Fillmore esquissa un sourire coupable. « C'est quand même très étrange. Je ne savais pas grand-chose de monsieur de Vril. Il était réservé, non ? Pas très aimable.
Certains disaient qu'il était en deuil, mais d'autres disaient « Enfin, il y avait des rumeurs. »« Des murmures ?» demanda Miss Marple d'un ton léger. Madame Fillmore hésita, puis dit « Eh bien, juste qu'il avait été impliqué dans quelque chose d'assez scandaleux avant de venir ici. Une femme en ville m'a dit un jour l'avoir vu sur une photo dans un magazine du dimanche. Une histoire de procès. Mais quand elle est allée la chercher, elle avait disparu. » « On peut imaginer toutes sortes de choses, » dit Miss Marple. « Mais dites-moi, ma chère, a-t-il jamais reçu de la visite ? » ?»« Pas que je sache. Juste cette fille de temps en temps. Comment s'appelait-elle ? » ?»« Un nom à consonance étrangère. Teresa, peut-être ? Elle a travaillé pour Madame Hollowell pendant un temps. Sa nièce, sa cousine, ou quelque chose comme ça. Une jolie petite fille, toujours à l'affût. » L'expression de Miss Marple resta douce. « J'imagine que vous ne savez pas où elle habite. Elle logeait chez la veuve Tranter, près de Wren Lane. Mais j'ai entendu dire qu'elle avait déménagé il y a quelques semaines. Elle disait avoir trouvé quelque chose de mieux. C'est marrant. Personne n'a jamais su exactement ce que c'était. Miss Marple a acheté une demi-livre d'avoine dont elle n'avait pas besoin et est partie avec un léger sourire. Thérèse. C'était un fil. Et Miss Marple était très douée pour tirer les fils. Wren Lane était le genre d'endroit où les chats se prélassaient sur les rebords de fenêtres et où les volets grinçaient au vent. La maison de la veuve Tranter, une maison étroite, recouverte de lierre et aux rideaux dépareillés, se trouvait au bout de la rangée, à côté de la vieille pompe en pierre, hors d'usage, mais qui servait encore de point de repère pour les livraisons. Miss Marple frappa légèrement et attendit. Ce fut Madame Tranter elle-même qui répondit. Une femme mince et anguleuse, aux cheveux blancs clairsemés et aux yeux comme du vinaigre. Elle portait un cardigan miteux et affichait une pointe de rancœur, comme si la vie lui avait infligé une légère insulte chaque jour depuis 1952. « Mademoiselle Marple, » dit-elle d'un ton neutre, « on ne voit pas souvent des gens comme vous ici. J'aime bien me promener, » dit Miss Marple, pas du tout perturbée. « Puis-je entrer ? J'espérais vous poser des questions sur une jeune femme qui logeait chez vous, une certaine Teresa. Je crois qu'elle travaillait pour Madame Hollowell. » Madame Tranter ouvrit la porte à contre-cœur. « Entrez. J'ai de la soupe de cuisine, alors excusez-moi pour l'odeur. » À l'intérieur, le cottage était encombré mais propre. Un chien en porcelaine le regardait d'un air triste depuis la cheminée, et l'horloge tic-taquait avec la même détermination qu'une maîtresse d'école sévère. On conduisit Miss Marple à une chaise dont le coussin fleuri s'aplatit avec un bruit alarmant. Boum. « Teresa Novak », dit Madame Tranter en s'asseyant et en croisant les bras. C'était son nom. Joli, comme vous l'avez dit, mais étrange. Toujours à sursauter au moindre bruit, à regarder par la fenêtre. Elle écrivait aussi beaucoup de lettres. Elle ne les postait jamais. J'en ai retrouvé quelques-unes après son départ. « Oh !» Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. « Je ne les ai pas lues, bien sûr, » dit Madame Tranter avec l'air de quelqu'un qui les avait lues. Mais elle en a brûlé la plupart dans la cheminée avant de partir. Elle est restée assise là, à en feuilleter les pages comme par rituel. Elle a dit qu'elle partait pour Londres, mais je n'ai jamais vu de valise. Elle est juste partie un matin avec son sac à main vert. Et elle n'a jamais dit pourquoi elle partait. Elle a dit qu'elle avait peur. C'est tout. Il n'est pas celui que tu crois, m'a-t-elle dit. Un jour. Elle n'a jamais dit qui. Miss Marple hocha légèrement la tête. Et a-t-elle déjà parlé de M. Devril ? Madame Tranter hésita. Une seule fois. Elle était près de la fenêtre, regardant la rue comme si elle attendait quelqu'un. Elle a dit « Il m'a retrouvée ». C'est tout. Miss Marple la remercia et partit avec un sourire chaleureux et une proposition de gâteau au gingembre pour la semaine suivante. Mais elle n'avait plus l'esprit tourné vers le gâteau. Il m'a retrouvé. Thérèse avait couru, et Félix Devril, ou l'homme qui se faisait appeler Félix, était celui qui la poursuivait. En fin d'après-midi, la pluie avait laissé place à un soleil clair. La cloche de l'église sonna l'heure, et Miss Marple se retrouva de nouveau près du jardin du presbytère, contemplant le carré de rhododendron où l'herbe était encore légèrement rase.
C'est là qu'elle a trouvé Honoria Finch. La nièce de l'évêque se tenait dans son habituel costume bleu marine, les mains gantées jointes devant elle comme une écolière obéissante. Mais son visage était pâle et sa posture rigide. « Miss Marple, » dit-elle sans chaleur. « Mademoiselle Finch, » répondit mademoiselle Marple poliment mais pas chaleureusement. Il y eut un silence entre eux, rempli seulement par le chant des moineaux et l'aboiement lointain d'un chien. « J'ai entendu dire, » dit Miss Marple sur le ton de la conversation, « que M. d'Evril était un grand littéraire. Avez-vous déjà lu sa poésie ?» Honoria émit un rire sec et faible. « Autrefois. C'était exagéré et plutôt pitoyable. Tu ne l'aimais pas ? Je n'ai pas confiance. Il a posé trop de questions. Un jour, il est venu à l'église et a essayé d'examiner les vieux registres de la sacristie. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a souri et m'a dit qu'il aimait ça. Histoire. Mais la fiction ne l'intéressait pas. Il cherchait quelque chose. Et toi ? Je lui ai dit de s'occuper de ses affaires. » Un autre silence. Puis Miss Marple dit tout doucement. « Avez-vous menti à l'inspecteur, Miss Finch ?» Le visage d'Honoria changea, juste légèrement. Mais c'était suffisant. « Je vous demande pardon. » « Vous avez dit avoir croisé M. d'Evril sans lui avoir adressé la parole, mais Madame Hollowell affirme vous avoir vu en conversation avec lui 10 minutes seulement avant sa mort. » Les lèvres d'Honoria s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Ses mains tremblèrent légèrement. Je ne pensais pas que cela avait de l'importance. « Mais c'est important, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Quand un homme meurt subitement, la vérité compte toujours, même si elle est désagréable. » Honoria détourna brusquement la tête. « Je lui ai dit de me laisser tranquille, » dit-elle enfin. « Il savait quelque chose que je ne voulais pas révéler. » Et c'était quoi ça ? Mais Honoria secoua simplement la tête, les yeux brillants de quelque chose qui n'était pas tout à fait des larmes. Miss Marple n'insista pas. Elle avait la réponse qu'elle cherchait pour l'instant. 2 personnes ont menti sur leur dernier des moments avec Félix d'Evril. L'un d'eux, peut-être tous les 2, avaient quelque chose à cacher, mais un seul serait prêt à tuer pour garder le secret. Chapitre 4. Cendre dans le cabanon de jardin. Le lendemain, le soleil se leva dans ce curieux silence gris qui précède souvent un orage. L'air était chargé d'un non-dit. Les nuages planaient bas au-dessus des toits de tuiles de Rose Hill. Les fenêtres restaient closes. Même les oiseaux semblaient plus silencieux, comme s'ils attendaient que quelque chose se produise. Miss Marple, cependant, se leva avec sa précision habituelle à 6h30 et avait déjà englouti son porridge, 2 tranches de pain grillé et une modeste tasse de thé de Ceylan lorsque le village commença à s'animer. Elle avait une liste en tête, non écrite bien sûr. Les listes écrites pouvaient être retrouvées et interrogées, mais néanmoins bien réelles. Des noms, des lieux, des curiosités. Et en haut de cette liste se trouvait maintenant une phrase « Lettres brûlées ». Ce n'était pas l'incendie en lui-même qui l'intriguait. On brûlait des lettres tout le temps. Lettres d'amour, lettres querelleuses, confessions impulsives, répliques furieuses. Ce qui intéressait Miss Marple, c'était que Teresa Novak, une jeune fille visiblement effrayée, qui cachait quelque chose, n'avait pas, je les ai tous brûlés. Non, elle en avait laissé quelques-uns. Un détail que seule une personne comme la veuve Tranter pouvait connaître, et probablement ignorer. Mais pour Miss Marple, cela signifiait intention. Les gens détruisent des choses pour cacher la vérité, mais pour laisser derrière une partie de cette vérité, cela suggérait un conflit, peut-être une conscience, peut-être même un indice. Et Miss Marple, comme toujours, a suivi les indices tranquillement et minutieusement. À 9h30, elle avait rendu une visite de courtoisie à la femme du vicaire, apparemment pour lui apporter un pot de confiture de prunes, discuté de rhubarbe avec la directrice de l'école, qui dirigeait également l'Institut des femmes, et obtenu la permission du jardinier irritable de Madame Hollowell de parcourir le chemin du domaine derrière le presbytère, juste pour admirer les digitales,
avait-elle dit avec un sourire. La véritable destination était le cabanon de jardin. Elle se dressait légèrement en pente au bout de la pelouse, nichée derrière un aubépine moribond et partiellement dissimulée par des troènes envahissants. C'était une remise typique, battue par les intempéries, bordée de mousse, avec une vitre fissurée et une porte qui protestait bruyamment à l'ouverture. Le genre d'endroit qui abritait toiles d'araignée, outils rouillés et vieux secrets. Miss Marple s'est glissée à l'intérieur sans cérémonie. L'air sentait le bois humide et l'huile de lin. Une baraque cassée gisait dans un coin. Des étagères poussiéreuses étaient garnies de boîtes de graines, de ficelles et d'une pile d'almanachs de jardinage datant de 1933. Et dans le brasero rouillé près de la porte, Miss Marple trouva ce qu'elle était venue chercher. Cendre, toujours présent, malgré la bruine, imperturbable. D'un doigt ganté et d'un mouchoir plié, elle tamisa délicatement. La plupart du papier était trop fin pour être discerné, mais dans un fragment à moitié brûlé, enroulé comme une feuille mourante, elle distingua les boucles caractéristiques d'une écriture féminine. « S'il revient, je ne resterai pas. Je n'arrive pas à respirer quand il me regarde. Il y a quelque chose dans son sourire que je... » Le reste était irrémédiablement noirci, mais c'était suffisant. Miss Marple plia le morceau dans son mouchoir et le glissa dans son sac à main juste au moment où une brindille cassa à l'extérieur. Elle se retourna avec un sourire poli déjà préparé, pour se retrouver face à l'inspecteur Dermot Graves. Il parut surpris de la voir, ce qui était compréhensible. La plupart des dames âgées n'avaient pas pour habitude d'explorer les abris de jardin sans y être invitées. « Mademoiselle Marple ?» dit-il en entrant et en baissant légèrement la tête sous la poutre affaissée du toit. « Puis-je vous demander ce qui vous amène ici ?»« Oh, inspecteur, quel plaisir de vous revoir !» dit Miss Marple sans la moindre gêne. « J'admirais l'aubépine. Un arbre dans un état lamentable, vraiment. Je dirais qu'il n'a pas été taillé depuis des années. Et je me suis souvenu du vieux hangar. Je venais souvent ici à l'époque du chanoine Levington, vous savez. Il avait laissé les WI y conserver leurs conserves pendant la guerre. Graves ne semblait pas convaincu. Vous savez que ce hangar est considéré comme un point d'intérêt potentiel dans l'affaire de M. Devril ? Oh, mais bien sûr, dit Miss Marple calmement. C'est pourquoi j'ai été plutôt surprise que personne n'ait pensé à vérifier le brasero. Graves jeta un coup d'œil aux cendres et fronça les sourcils. Tu as touché des preuves ? Je n'observe que ça, répondit-elle doucement, très doucement, et avec un mouchoir propre. Je crois que vous découvrirez que ce qui reste contient des fragments de pages manuscrites, écrites, devrais-je dire, par une femme profondément en détresse. L'inspecteur la regarda un long moment, puis il soupira et s'accroupit près du brasero. Je suppose qu'il serait stupide de vous demander comment vous avez deviné que ces cendres étaient ici. Je n'ai pas deviné, dit Miss Marple. C'est juste que quelqu'un a parlé de la fille qui a brûlé des lettres avant de disparaître. Et j'ai réalisé que les gens prennent rarement la peine de brûler des choses à l'intérieur. Il y a toujours le risque de laisser des traces. Mais un hangar avec un brasero, on ne peut pas en douter. « Teresa Novak ?» demanda Graves en levant les yeux. « Oui, » répondit Miss Marple, l'air plus sérieux. « Et j'ose dire qu'elle craignait quelqu'un plus que le scandale. Je crois qu'elle craignait pour sa vie. » Plus tard dans la journée, l'inspecteur Graves a demandé au ministère de l'Intérieur des dossiers sur Félix Deverillet Teresa Novak. Une demande discrète à la police métropolitaine de Londres a révélé un détail des plus curieux. Était aucun Félix Deveril enregistré ne correspond à l'homme qui avait vécu à Rose Hill. Aucune adresse antérieure, pas de numéro d'assurance nationale, pas de mariage documenté. Ils ont découvert que le véritable Félix Deveril était mort 12 ans plus tôt, dans un accident de train près de Carlisle. Quel que soit l'homme de Rose Hill, ce n'était pas Félix Deveril. Ce fut une révélation qui fit des vagues dans le village, plus grande que la nouvelle de sa mort. À l'auberge Red Fox, M. Appleyard a été vu en train de citer le Time Stout, en attribuant à tort des propos à Lord Byron. La maîtresse de poste s'évanouit, mais se remit rapidement lorsqu'on lui rappela que c'était jeudi, et donc jour de paix.
Honoria Finch, interrogée par l'épouse du vicaire pour savoir si elle avait entendu la nouvelle, aurait simplement répondu « Oui », puis s'était excusée de sonner les cloches. Mais dans le salon de Miss Marple, la réaction fut beaucoup plus calme. Elle était assise avec son tricot, une écharpe rose pâle destinée à la vente caritative de l'église, et sirotait son thé tout en digérant les faits. Un homme vivait parmi eux depuis plus d'1 an sous une fausse identité. Il avait charmé Madame Hollowell, évité l'examen de la police locale et réussi à empêcher même les villageois toujours curieux de Rose Hill de poser trop de questions. Cela a nécessité de la planification, et cela suggérait qu'il avait bien ça à Rose Hill avec un but. La vraie question était « qui était-il avant ?» Et plus urgent encore, qui à Rose Hill connaissait la vérité et voulait sa mort. Ce soir-là, juste avant le crépuscule, une lettre arriva pour Miss Marple, ni timbre ni cachet, simplement pliée et glissée sous sa porte d'entrée. Le billet était court, le papier était bon marché. Il a menti à tout le monde, il s'est servi de moi, mais je ne l'ai pas tué, je le jure. J'essayais juste de disparaître. Ne leur dites pas où je suis. » Miss Marple le lut 2 fois, puis alluma la lampe à côté de sa chaise et plaça doucement la note dans son tiroir. Alors Thérèse regardait toujours à proximité, toujours effrayée. Mais si Miss Marple avait appris quelque chose au cours de sa longue vie, c'était ceci. La vérité peut fuir, mais elle reste rarement cachée longtemps. Et à Rose Hill, même les secrets les plus soigneusement enfouis finissaient par laisser des cendres. Chapitre 5. Le testament sans témoin. Le dimanche suivant, les cloches de l'église Saint-Luc sonnèrent en une cadence solennelle, résonnant à travers les haies et les ruelles pavées de Rose Hill. C'était le genre de dimanche qui s'enveloppait de brume, cette grisaille anglaise qui semblait adoucir chaque instant, plonger le monde dans le recueillement. À l'intérieur de la modeste église en pierre, les fidèles se tenaient côte à côte, les livres de cantiques ouverts, les yeux levés. La chorale chantait « Abide with me », leur voix se tissant comme un châle de laine sur les têtes penchées des fidèles. Mais sous le rythme réconfortant de la prière et des psaumes, quelque chose d'autre bouillonnait, une tension subtile, une inquiétude collective. La mort de Félix d'Evril, ou plutôt de l'homme posé comme Félix d'Evril, avait secoué Rose Hill d'une manière que personne ne voulait admettre. Même sous leurs plus beaux manteaux et leurs chapeaux du dimanche, les villageois jetaient des regards de travers plus que d'habitude. Des murmures s'échangeaient derrière des mains gantées lors de la distribution du plateau d'offrande. Et après la cérémonie, alors que les paroissiens se ruaient dans le cimetière humide pour prendre du thé et des biscuits, les murmures s'intensifièrent. Il n'était pas celui qu'il prétendait être. C'est la dernière nouvelle, murmura le major Braithwaite au révérend Topham, alors qu'il s'appuyait près du mur de pierre, près de la crypte. « C'est ce que j'ai entendu dire, » répondit le révérend en ajustant ses lunettes. « Mais il vaut mieux laisser ses affaires à la police. »« Oh, voyons, » dit le major. « On ne peut pas laisser ces choses-là aux hommes de la ville. Il y a quelque chose de louche chez la femme Hollowell, c'est tout. Trop préparée à la tragédie. C'est toujours mauvais signe. » À proximité, Miss Marple se tenait avec Madame Witherby et Miss Crowthorne, acceptant une tasse de thé en papier et écoutant toujours à l'écoute des fragments de spéculation qui flottaient. « Avez-vous entendu, » dit Miss Crowthorne d'une voix étouffée, « qu'il n'avait pas ce réel des proches. L'homme est simplement apparu, et voilà qu'il était mort dans un buisson de rhododendrons, une bougie pour lui tenir compagnie. » Madame Witherby ajouta « Et la pauvre Madame Hollowell, si bouleversée. Je me demandais comment elle avait réussi à trouver un avocat si vite. Elle l'a déjà eu 2 fois cette semaine. » Miss Marple haussa les sourcils. « Un avocat. »« Monsieur Elgin, de Marleycombe, » dit mademoiselle Crowthorne. « Un homme terriblement ennuyeux, qui sent toujours le tweed humide, mais il s'occupe des testaments. Et apparemment cette chère Agatha est plutôt inquiète. » « En effet, » dit Miss Marple d'un ton doux mais avec les yeux alertes. C'était un détail curieux. Un avocat visitait après. On s'attendait à un décès.
Mais 2 décès en quelques jours, cela suggérait une urgence. Et Miss Marple en savait suffisamment sur la nature humaine pour soupçonner que lorsque quelqu'un réagit à la mort avec précipitation plutôt qu'avec chagrin, c'est rarement parce qu'il est sentimental. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à son vieil ami M. Denby, ancien notaire à Marlécombe, aujourd'hui retraité et s'occupant de géranium avec une férocité discrète. Il l'accueillit dans un cardigan trop grand pour sa silhouette et la conduisit dans un salon qui sentait bon le tabac à pipe et le citron. « Tu veux en savoir plus sur les testaments, Jane ?» demanda-t-il après qu'elle eut poliment refusé le gâteau au madère mais accepté une seconde tasse de thé. Voilà un sujet qui t'en dira plus sur une personne que n'importe quelle lettre d'amour ou n'importe quel journal intime. Miss Marple sourit. Je m'intéresse aux testaments informels, Edward. Ceux qu'on rédige à l'improviste, par peur peut-être, sans témoin. Que se passe-t-il si on découvre un testament de ce genre après le décès d'une personne ? Monsieur Denby se tapota le menton d'un air pensif. Eh bien, si c'est signé et daté, c'est peut-être présenté à l'homologation, mais sans témoin, on parle alors de testament holographe. En Angleterre, il n'est pas automatiquement valable, sauf dans certaines rares circonstances. Très suspect. Il est sujet à contestation, surtout s'il existe un autre testament antérieur. Fascinant, murmura Miss Marple. Et si quelqu'un, par exemple, trouvait une telle volonté et j'ai choisi de ne pas en parler ? Denby ricana. Eh bien, ce serait très irrégulier, illégal aussi si c'était fait intentionnellement. Mais tout le monde n'a pas le même respect pour la paperasse, surtout si le contenu du Nouveau Testament était gênant. Miss Marple posa sa tasse de thé avec précaution. J'ai toujours trouvé ça tragique. Des gens qui planifient leur mort, alors qu'ils ne sont pas encore morts. Cela en dit long sur la peur ou la culpabilité. Denby lui lança un regard en coin. « Tu as trouvé quelque chose, n'est-ce pas ?»« Oh non, dit-elle doucement. Je tricote juste des trucs. » Lundi matin, le soleil était revenu, et avec lui un sentiment de normalité fragile. Mais mademoiselle Marple, ayant appris de multiples sources que madame Hollowell avait consulté un notaire, se rendit à Willowbank Cottage, la demeure du défunt. La maison avait été scellée sur ordre de l'inspecteur, mais la tradition du village voulait que madame Hollowell en ait assumé l'intendance, affirmant avoir géré les affaires de Félix jusqu'à ce que le plus proche parent soit retrouvé. Miss Marple est arrivée sous prétexte de rendre un livre que M. de Vril lui avait autrefois prêté, un mince volume de Yeats, intact à l'exception d'une liste de courses griffonnées sur la dernière page de garde. « Oh, Jane !» dit madame Hollowell en la voyant. « Entrez, je vous prie. Je suis hors de moi. Toute cette affaire de police. Et maintenant, je dois trier les affaires personnelles du pauvre Félix. Une affaire épouvantable, épouvantable. » Elle avait l'air troublée, mais son rouge à lèvres était frais et ses ongles soigneusement manucurés. Un détail qui n'a pas échappé à Miss Marple. « Je ne resterai pas longtemps, » dit Miss Marple en entrant dans le couloir. Je pensais juste que ça pourrait être utile de vous rendre ceci, et peut-être pour vous apporter un peu de soutien moral. La maison était silencieuse. La poussière flottait dans la lumière comme un souffle suspendu. Il y avait des cartons dans le salon, des papiers empilés avec des élastiques, une légère odeur de naphtaline et de cire à la lavande. Madame Hollowell proposa du thé, que mademoiselle Marple déclina. Elle demanda plutôt Monsieur Devril avait-il l'habitude de garder un bureau ? Oh oui, dit madame Hollowell. Ce bureau-là était terriblement désorganisé. Il griffonnait sans arrêt, même si la plupart du temps c'était des bêtises. Miss Marple hocha la tête, son regard se portant vers le bureau en question. Sur celui-ci se trouvait une enveloppe, soigneusement scellée, avec « Dernière volonté et testament », imprimée d'une main trop soignée pour être spontanée. « C'est vraiment étrange, » murmura Miss Marple. « Étrange ?» Le sourire de madame Hollowell s'estompa. « Eh bien, » dit Miss Marple doucement, « cette enveloppe, elle a l'air toute neuve. Pas le genre qu'on garde des années, n'est-ce pas ?» Madame Hollowell hésita. Félix a dit qu'il avait écrit quelque chose de nouveau juste avant. Eh bien, juste avant ce jour terrible.
Je ne suis même pas sûr que ce soit légal. Il n'avait pas de témoin, voyez-vous. Est-ce qu'il te l'a montré? Non, mais il en a parlé. Il a dit que c'était important. Je pense qu'il voulait arranger les choses. Le regard de Miss Marple s'attarda sur l'enveloppe. « Et comptez-vous la remettre aux autorités » Madame Hollowell hésita un peu trop longtemps. « Bien sûr, dit-elle. »« Je l'espère vraiment, » répondit aimablement Miss Marple. « On ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse être oublié dans une affaire d'héritage, surtout si le contenu diffère d'un testament antérieur. » Les doigts de Madame Hollowell tressaillirent près de ses jupes. « Oui, tout à fait. » Le soir venu, Miss Marple s'installa dans son salon et écrivit une lettre, non pas à la police, mais à son avocat londonien. Elle demandait, avec sa modestie habituelle, s'il pouvait enquêter discrètement sur les biens de M. Félix de Vril, et si des testaments antérieurs figuraient au dossier. Elle indiqua la date de son arrivée supposée à Rose Hill, et nota ses pseudonymes connus, au cas où. Puis elle s'est assise et a regardé la bougie sur son bureau. Une de ces bougies à l'ancienne avec une marque de brûlure à mi-hauteur de l'endroit où elle avait été éteinte plus tôt. Une bougie, pensa-t-elle, pouvait être éteinte. Un homme aussi. Mais involonté, c'était différent. C'était une déclaration, une vérité définitive. Et quand une vérité en contredisait une autre, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne craque une allumette. Chapitre 6. La femme sur la photo. Il était un peu plus de 4h30, par un mardi après-midi venteux, lorsque Miss Marple se retrouva à parcourir le long chemin en direction de Marlécombe. Les nuages étaient légers et effilochés, comme de la dentelle trop longtemps restée dans un tiroir, et les haies bourdonnaient de vie. Des oiseaux voletaient de branche en branche, et un lapin traversa le sentier en courant, disparaissant dans les sous-bois tel un secret bien gardé. Miss Marple n'avait pas l'habitude des longues promenades sans raison. Son âge, bien que modéré, lui rappelait souvent de faire attention à ses pas. Mais cette promenade avait un but. Elle avait rendez-vous avec son vieil ami, M. Julian Shawcross, à la Société historique de Marlécombe, un cottage poussiéreux de 2 pièces adjacent à la bibliothèque publique, dédié à la préservation des aspects les plus curieux et les plus obscurs de la vie locale. Et Miss Marple, comme toujours, suivait une odeur, faible mais persistante, de vérité. Elle arriva à la porte de la société juste au moment où l'horloge de la bibliothèque sonnait 5 heures. Julian l'accueillit avec un sourire et une toux, ses lunettes glissant légèrement tandis qu'il la faisait entrer. « Ma chère Jane, dit-il, vous choisissez vraiment les moments les plus fascinants pour venir me voir. Je viens de recevoir un nouveau lot de documents des archives de la Marlécombe Gazette. Des avis de décès, des pages mondaines, tout le tralala. La plupart du temps ennuyeux, bien sûr, beaucoup de fêtes et d'annonces de clubs de bridge. Mais de temps en temps, quelque chose d'extraordinaire. « Je suis ravie, » répondit Miss Marple. « Julian, je me demandais si je pouvais vous demander un peu d'aide. Je cherche une photo. » « Une photo ?» Il haussa les sourcils. « De quoi? Ou de qui? » « Un homme, dit-elle. Ou plutôt une femme. Ou peut-être les deux. » Julian cligna des yeux. « Quel mystère !» « D'une certaine manière. Il y a des raisons de penser que l'homme connu sous le nom de Félix d'Evril, celui qui est décédé récemment à Rose Hill, a peut-être été photographié il y a quelques années en relation avec une femme nommée Teresa Novak. Un magazine du dimanche, peut-être. Un scandale. Auriez-vous par hasard les suppléments de la Gazette des Deux? Dernières années? Le visage de Julian s'illumina. Il se trouve que oui. Et l'exemplaire de la Société Revue du week-end du Marlécombe Herald, ainsi que ils ont été plutôt laxistes dans la collecte des anciens numéros. En quelques minutes, ils furent entourés d'une petite montagne de pages jaunies et de folios reliés. Julian manipule le papier fragile avec la révérence d'un conservateur de musée. Miss Marple tourna les pages méthodiquement, ses doigts gantés agiles malgré leur âge. Pendant près d'1 heure, ils ont feuilleté des photos de fêtes et de rotariens, des productions villageoises de l'importance d'être sérieuses et,
les gagnants de l'exposition annuelle de fleurs. Et puis, c'était là, une double page, brillant, gras. Les mensonges cachés, démasquer le poète disparu 2 fois. Sous le titre sordide se trouvait une photo en noir et blanc, granuleuse mais reconnaissable entre toutes. Un homme et une femme, assis ensemble à une table de restaurant. Elle était jeune, les yeux écarquillés, les cheveux noirs. Lui, plus âgé, avait une allure fringante qui semblait soignée, sa cravate légèrement défaite, son sourire un peu trop large. Il y avait une certaine arrogance dans sa façon de tenir sa cigarette, comme s'il croyait que l'objectif l'adorait. Miss Marple tapota doucement l'image. « Voilà, dit-elle, c'est lui. C'est l'homme qui se fait appeler Félix Devril. » Julian se pencha. La légende dit « Richard Doyle et Teresa Novak, photographiés à la Mistral, peu avant leur disparition. » « Richard Doyle, » répéta doucement Miss Marple, « pas Félix. » Julian parcourut l'article d'accompagnement. Il faisait l'objet d'une enquête pour fraude financière, faux manuscrits vendus à des collectionneurs. Un stratagème astucieux. Il a disparu juste avant que les accusations ne soient portées. Et la jeune fille Teresa a disparu avec lui. Ils n'ont jamais été retrouvés. Miss Marple ne quitta pas la page des yeux, jusqu'à maintenant. Le lendemain matin, le village de Rose Hill était à nouveau en effervescence, cette fois à cause des rumeurs d'un imposteur avéré. L'inspecteur Graves, après avoir consulté ses homologues londoniens, organisa une brève réunion avec le révérend Topham et le major Braithwaite pour dissiper les spéculations inutiles. Mais l'effet fut limité. Les nouvelles, autrefois murmurées dans les cimetières, avaient tendance à se faire plus fortes dans les cuisines. Miss Marple, quant à elle, avait d'autres choses en tête. Elle est revenue à Willowbank Lane juste avant le déjeuner et a fait le tour du domicile de feu M. Doyle, ou plutôt de M. Devril, jardin. La maison ressemblait à un théâtre, rideaux tirés, silencieuse mais pas vide. Et même si l'enquête officielle impliquait de fermer les portes, Miss Marple avait appris depuis longtemps que les réponses se trouvaient rarement dans les pièces déjà examinées. Au lieu de cela, elle tourna son attention vers le jardin latéral, plus précisément à la serre. C'était une structure modeste, à ossature de bois, avec des vitres embuées par le soleil et une porte qui grinçait comme si elle n'avait pas été utilisée. Miss Marple la poussa doucement et entra. La chaleur l'enveloppait comme un châle. L'air était chargé de terre humide, de feuilles pourries, et du parfum sucré et écœurant des tomates trop mûres. Des plateaux à graines vides bordaient les étagères, et une truelle était appuyée contre un banc en bois. Mais ce qui a attiré son attention, ce ne sont pas les plantes. C'était une photographie. Calée négligemment derrière un arrosoir poussiéreux, à l'abri des regards, à moins d'y regarder de près, se trouvait un petit cadre argenté. La photo à l'intérieur était identique à celle du magazine. Richard Doyle et Teresa Novak, souriant dans la pénombre d'un bistrot oublié depuis longtemps. Miss Marple l'étudia en silence. Pourquoi un homme risquant d'être exposé conserverait-il une telle photo? Nostalgie, culpabilité, ou peut-être chantage, le souvenir d'un lien qu'il avait utilisé plus d'une fois. Elle glissa soigneusement le cadre dans son sac à main. Alors qu'elle se tournait pour partir, son regard croisa autre chose. Un petit morceau de papier brûlé se trouvait sous la table de rempotage, presque enfoui dans la terre. Elle s'agenouilla, le récupéra et lut l'unique ligne visible. « Si elle parle, ça va tout gâcher. » Miss Marple se leva lentement, le fragment pressé entre ses doigts. Donc quelqu'un savait que Thérèse était en vie, point crainte ce qu'elle pourrait dire. Et quelle que soit cette personne, elle avait peut-être autant de raisons de vouloir faire taire Richard Doyle que la jeune fille elle-même. Ce soir-là, Miss Marple prépara un dîner tranquille, œufs durs, sandwich au cresson et une théière de thé aux fleurs de sureau. Elle mangea tandis que le crépuscule s'installait et que le monde à sa fenêtre passait du gris au bleu, puis au noir. Elle a écrit une dernière note dans son petit journal avant de se retirer. « Richard Doyle,
alias Félix Devril. Teresa Novak, disparue, mais maintenant elle regarde. Madame Hollowell, manipulation, évasive. Honoria Finch, a menti sur la dernière conversation. Colin Trevelyan, nerveux, présent à l'approche de la mort. Photographie trouvée dans une serre. Un bout de note mentionne elle. Était-ce Thérèse? Elle marqua une pause, puis ajouta « 2 personnes craignaient d'être démasquées. L'une est morte. L'autre ment toujours. » Miss Marple éteignit sa lampe et resta assise tranquillement dans le noir pendant un moment, écoutant les sons de Rose Hill, le tic-tac de l'horloge du grand-père, le vent doux dans les arbres, le cliquetis lointain de quelqu'un fermant une porte de jardin. Quelque part dans le village, le tueur dormait. Mais les petites cellules grises de Miss Marple, comme aurait pu le dire son cher ami Poirot, étaient très éveillées. Chapitre 7. Une lettre déguisée. Les jours qui suivirent la révélation de l'identité de Félix Devril apportèrent à Rose Hill un calme plus inquiétant que paisible. Là où autrefois les ruelles bourdonnaient de ragots, les conversations avaient pris un ton plus vif. Moins de spéculation, plus de suspicion. Dans chaque salon, derrière chaque voilage, on s'interrogeait non seulement OMS avait tué l'homme, mais pourquoi quelqu'un parmi eux l'avait fait. Au centre de tout cela se tenait Miss Marple, calme, courtoise et, comme toujours, profondément sous-estimée. Ce matin-là, elle était assise à sa table recouverte de dentelle, un coupe-papier à la main, les sourcils légèrement froncés. La lettre en question était arrivée ce matin-là dans une enveloppe inhabituellement épaisse pour une correspondance de village. Elle ne portait pas d'adresse de retour et était simplement adressée à Mademoiselle G. Marple, Church Lane. L'écriture était soignée, trop soignée, délibérément soignée. À l'intérieur se trouvaient 3 éléments. Une feuille de papier bleu pâle, une deuxième page plus petite pliée en 4 et une coupure de presse. Le Marleycombe Herald et nécrologie. Miss Marple a commencé par la lettre principale. « Chère Miss Marple, si vous lisez ceci, c'est que je suis soit partie, soit en planque. Je ne sais plus à qui faire confiance. Même les gens qui semblent gentils ne sont pas ce qu'ils paraissent. J'ai essayé de lui dire que je voulais partir, mais il m'a répondu que j'en savais trop. Que si je partais, je n'irais jamais bien loin. Il a dit que les gens oublient des choses. Les accidents arrivent. Je crois qu'il le pensait vraiment. C'est là que j'ai su que je devais disparaître. S'il vous plaît, ne les laissez pas déformer les faits. Je ne l'ai pas tué. Mais je connais quelqu'un qui avait peut-être plus de raison que moi. Regardez le testament. Pas le nouveau, l'ancien. Il a laissé de côté quelqu'un qui n'apprécierait pas d'être coupé. Je suis désolé de ne pas pouvoir en faire plus. Mais peut-être que ça peut aider. Le vôtre, T. Miss Marple, expira doucement. La note n'était signée que de l'initiale, mais elle confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Teresa Novak avait non seulement fui par peur, mais avait été menacée. Et maintenant, elle passait le flambeau à quelqu'un de mieux placé pour achever ce qu'elle ne pouvait pas faire. Miss Marple déplia la deuxième feuille, plus petite. C'était un brouillon dactylographié, une pâle copie carbone, du genre utilisé avec du papier calque et des rouleaux de ruban. Daté d'il y a 4 mois, il disait « Moi, Félix Devril, nom légal Richard Doyle, révoque par la présente tous mes testaments antérieurs. Je lègue l'intégralité de ma succession, y compris l'argent, les biens et les effets personnels, à Mademoiselle Honoria Finch de Rose Hill, en remerciement de sa loyauté et de sa compréhension. Il n'y avait aucune signature de témoin, pas de sceau officiel, simplement une signature en bas, une longue signature oblique, F, Devril, et l'air indubitable d'un secret pas encore prêt à être vu. Miss Marple le lut 2 fois, puis le posa à côté du 3e objet, la coupure de journal. La nécrologie était courte et imprimée dans le style archivistique des journaux de petite ville. Un nom jaillissait de la page. Geoffrey Finch, frère bien-aimé d'Honoria, s'est éteint paisiblement à Willowbank Cottage,
des suites d'une brève maladie. Il laisse dans le deuil sa sœur Honoria, qui a pris soin de lui durant ces derniers mois. Alors le nom Finch était relié au chalet. Miss Marple sentit quelque chose se mettre doucement en place. À midi, elle se dirigeait vers le cimetière de Saint-Luc, ses pieds craquant doucement sur le chemin de gravier, tandis que les nuages se dissipaient pour révéler un soleil hésitant. Elle passa devant les tombes avec une familiarité certaine. La modeste pierre tombale de M. Stratton avec le R tordu, le mausolée familial plutôt immodeste des Ridley, et la vieille croix saxonne sur laquelle la société historique n'avait jamais vraiment trouvé d'accord. Elle s'arrêta tout au bout, près des ajouts les plus récents, là où les fleurs semblaient encore fraîches et où la poussière de pierre n'avait pas encore disparu. Et voilà, un simple marqueur. Geoffrey Finch, 1900, 1 à 1952, frère bien-aimé. Repose en paix. Miss Marple resta silencieuse un moment. Elle avait connu Geoffrey Finch de loin, un homme calme, doux, réservé, un homme qui lisait de la poésie et élevait rarement la voix. Il avait vécu reclus pendant sa dernière année, à cause, disait-on, d'une maladie. Mais maintenant, elle se posait des questions. La nécrologie affirmait qu'il était décédé à Chalet-Willowbank. C'était avant que Félix d'Evril n'emménage. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais que se serait-il passé si d'Evril n'avait pas simplement choisi le chalet? Et s'il avait hérité île? Ou pire, pris île? Cet après-midi-là, Miss Marple a rendu une visite de courtoisie à la résidence Finch. Honoria ouvrit la porte, aussi pâle et précise que d'habitude, son chemisier boutonné haut, son ton sec de politesse. « Je suis désolée, Miss Marple, » dit-elle. « Je suis terriblement occupée aujourd'hui. Je prépare la réunion du comité des récoltes. »« Je comprends parfaitement, » dit Miss Marple sans bouger du seuil. « Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je voulais simplement vous demander, vous souvenez-vous comment M. Devril a loué Willowbank Cottage? » Les yeux d'Honoria cligna des yeux une fois, si rapidement qu'on aurait pu le manquer. « Je crois qu'il a vu l'annonce dans une revue littéraire. Pourquoi? »« Oh, rien, » dit doucement Miss Marple. « J'ai juste discuté avec Madame Larche qui s'occupait de la location, et elle m'a dit n'avoir jamais rencontré le locataire. Tout a été réglé par courrier, au nom de M. Geoffrey Finch. » La bouche d'Honoria s'éclaircit. Madame Larche se trompe. « Peut-être, » dit Miss Marple, même si elle était très ferme. Elle a dit que le premier chèque de loyer avait été signé par l'avocat de M. Finch, quelques semaines avant sa mort. Bien sûr, j'ai trouvé cela plutôt étrange. La plupart des gens ne louent pas de logement à des inconnus sur leur lit de mort. La main d'Honoria, posée sur le cadre de la porte, agrippait fermement le bois. « Je crains de ne pouvoir vous aider, » dit-elle froidement. « Bonjour. » La porte se referma doucement, mais pas avant que Miss Marple ne remarque le reflet de la sueur le long de la clavicule de la femme. Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait Rose Hill de son silence de velours, Miss Marple écrivit une nouvelle page dans son carnet. Geoffrey Finch, occupant d'origine de Willowbank Cottage, Félix d'Evril, ou Richard Doyle, a pris l'identité du locataire après la mort de Finch. Possible falsification de transfert de succession, possible coercition. Honoria Finch, bienfaitrice dans le Nouveau Testament, précédemment omise dans l'Ancien. Motivation claire si la tromperie est découverte. Elle tapota légèrement son stylo. Si Doyle avait découvert quelque chose qu'Honoria avait fait dans les derniers jours de la vie de son frère, il aurait pu la menacer, ou pire, s'en servir pour la contraindre. Cela pourrait expliquer sa peur tenace, ses esquives prudentes, son mensonge sur sa conversation avec Doyle le jour de sa mort. Et si elle apprenait qu'il l'avait exclu du testament final? Bien. Le motif, comme on dit, avait plusieurs visages. Miss Marple regarda par la fenêtre tandis que les premières étoiles apparaissaient. Quelque part, un tueur marchait libre dans la pénombre, portant la culpabilité dans ses os et la peur d'être découvert dans sa poitrine. Mais les secrets, comme les lettres mal cachées, ont une façon de se révéler.
et Miss Marple serait là quand il le ferait. Chapitre 8. L'horloge cassée dans le salon. La pluie est revenue sur Rose Hill jeudi après-midi, non pas à torrent, mais sous forme d'une bruine régulière et persistante qui recouvrait chaque feuille et chaque pavé d'un fin voile gris. C'était le genre de pluie qui s'infiltrait dans les bottes, brouillait la vue depuis les vitres et plongeait le monde dans un silence maussade. Miss Marple, tout juste rentrée de la poste avec un paquet de laine à tricoter emballé et 2 enveloppes légèrement humides, s'arrêta sous l'avant-toit de son portail et leva les yeux vers le ciel bas. La bruine avait un rythme, comme le tic-tac d'une horloge dont les aiguilles tourneraient un peu, trop lentement. Elle frissonna légèrement et rentra chez elle. À l'intérieur, tout était bien rangé et confortable. Le doux parfum du cirage à la lavande, le tic-tac discret de l'horloge de sa cheminée, et le son lointain d'une bouilloire qui commençait à bouillir. Elle posa son paquet sur le buffet et prit son carnet. Les pièces commençaient à prendre forme. Richard Doyle, alias Félix Devril, était arrivé à Rose Hill sous un nom d'emprunt et un faux bail, probablement lié à la mort de Geoffrey Finch. Il avait vécu dans la discrétion, s'intégrant à la vie du village juste assez pour passer inaperçu, mais pas assez pour ne pas être oublié s'il disparaissait à nouveau. Mais quelqu'un l'avait remarqué. Teresa Novak, Honoria Finch, peut-être même Agatha Hollowell. Chacun avait des liens avec lui. Et puis il y avait la bougie. Miss Marple jeta un coup d'œil au morceau de papier brûlé encore scellé dans un sac, dans son tiroir. Une simple bougie, brûlée par les 2 bouts, symboliquement ou concrètement. Cela la laissait encore perplexe. On ne meurt pas à côté d'une bougie à moitié consumée sans raison, surtout pas en plein jour et à la vue de tous. C'était trop délibéré, trop placé. Et d'après son expérience, quand quelque chose n'allait pas, c'était un message. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Graves s'est présenté à sa porte. Ce n'était pas un homme qui aimait être surpris, et les récents événements lui avaient donné l'impression de son propre aveu, que quelqu'un avait dessiné une moustache sur son portrait. Miss Marple lui offrit du thé, qu'il accepta avec gratitude, et l'écouta attentivement pendant qu'il récapitulait les dernières découvertes. Le testament déposé par Madame Hollowell, dit-il en remuant sa tasse avec agitation, a maintenant été confirmé par notre cabinet juridique comme étant probablement invalide. Pas de témoin, pas de notarisation, pas d'indication d'enregistrement. Miss Marple hocha la tête. Et le testament précédent ? J'ai tout laissé à une association caritative, une fondation pour l'alphabétisation à Londres, apparemment. Pas un centime à personne à Rose Hill. Et l'association caritative n'était pas au courant des changements. Il n'avait eu aucun contact avec lui depuis plus d'1 an. Miss Marple esquissa un petit sourire entendu. Parce que ce n'était pas le vrai Félix Devril. Précisément. Graves soupira et regarda autour de lui. Avez-vous parfois l'impression, Miss Marple, que tous les habitants d'un village portent un masque, qu'au moment même où vous croyez les connaître, ils se glissent derrière un autre ? Miss Marple prit une gorgée de thé. Je crois, inspecteur, que les gens mentent rarement ouvertement. Ce qu'ils font, bien plus souvent, c'est omettre. Le mensonge par omission est le plus civilisé. Il se cache derrière des sourires et des manières, mais il laisse tout de même des indices. Graves pencha la tête. Comme ? Elle posa doucement sa tasse. L'horloge ? L'horloge ? Dans le salon de Willowbank Cottage, dit-elle en joignant les mains. Je m'en souviens très bien, d'une visite l'hiver dernier. C'était une élégante pendule de carrosse posée sur la cheminée. Elle sonnait toutes les heures et toutes les demi-heures. Plutôt gaiement, d'ailleurs. Graves hocha lentement la tête. Oui, je m'en souviens. Qu'en pensez-vous ? Quand on m'a montré le corps dans le jardin, dit doucement Miss Marple, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre du cottage. La porte du salon était entr'ouverte. Je pouvais à peine apercevoir la cheminée. Les aiguilles de l'horloge étaient arrêtées à 2h45 précises. Graves cligna des yeux. « C'est intéressant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle.
surtout quand on sait que le docteur Rowntree a estimé l'heure du décès vers 3h30. Il fronça les sourcils. « J'aurais pu m'arrêter plus tôt. »« Peut-être, » dit-elle, « ou peut-être que quelqu'un a bougé les aiguilles. » Il la regarda fixement, la compréhension naissant lentement. « Tu penses que l'horloge était modifiée pour suggérer un autre horaire ?»« Oui, oui, » dit-elle. « C'est une vieille astuce. Semer la confusion dans l'épreuve. Si quelqu'un croyait que le décès était survenu plus tôt, il pourrait être induit en erreur quant à la localisation des personnes clés. Les alibis changent. Les chronologies sont floues. » Graves s'adossa à sa chaise, les doigts tambourinant sur sa cuisse. « Et qui, puis-je vous le demander, aurait une raison de modifier l'heure ?» Miss Marple croisa son regard. « Toute personne présente à la garden party est partie pendant cette fenêtre. Toute personne dont la présence près des rhododendrons serait suspecte si l'heure du décès était connue plus tard. »« Honoria Finch, » murmura-t-il. Miss Marple ne dit rien. « Et Colin Trevelyan, » ajouta-t-il en fronçant les sourcils. « Il s'est excusé juste avant 15h, disant qu'il était accablé par la chaleur et est allé se coucher dans la salle paroissiale. MMH, songea Miss Marple, et personne ne l'a vu partir, ni revenir. » Graves semblait troublé. Nous regardions dans la mauvaise direction. « Pas tout à fait, » dit doucement Miss Marple. « Vous avez suivi les faits. Mais parfois, c'est l'intention. Derrière les faits, c'est ce qui compte. Qui en profite, qui y perd, qui panique. » Elle se leva et se dirigea vers son bureau, retirant la photographie pliée qu'elle avait trouvée dans la serre. « C'était caché, » dit-elle en le lui tendant. « Il l'a caché. Et pourtant, il n'a pas été détruit. Cela suggère un sentiment complexe, ou un moyen de pression. » Graves étudia l'image. « Teresa Novak. Et Richard Doyle, » ajouta-t-elle, « parce que c'est lui. Il n'a pas seulement volé un nom, il s'est forgé une nouvelle personnalité. Et les habitants de ce village, il les a utilisés. Il a manipulé leurs histoires, leur passé, leurs désirs. L'un d'eux a deviné. Et lorsqu'il a tenté de changer les règles du jeu, peut-être en réécrivant le testament, peut-être en menaçant de révéler quelque chose, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas prendre de risques. » Graves se leva et rangea la photo dans sa poche. « J'enverrai quelqu'un au chalet. Cette horloge pourrait contenir des empreintes digitales. »« Et le testament, » dit doucement Miss Marple, « celui que nous n'avons pas encore trouvé. » Il haussa un sourcil. « Tu crois qu'il y en a un autre ?»« Je serais étonné qu'il n'y en ait pas eu, » répondit-elle. « Il était trop prudent pour laisser les choses au hasard. Mais il était aussi vaniteux. J'imagine qu'il l'a caché dans un endroit astucieux, voire spectaculaire. » Graves émit un son entre le rire et le gémissement. « Je dois donc fouiller tout le cottage. » Miss Marple sourit. « Commençons par les bibliothèques. » Cette nuit-là, après le départ de l'inspecteur et le retour du village à la lumière des lampes et au silence, Miss Marple était assise seule près de sa cheminée, tricotant sur ses genoux et l'horloge tic-tacant doucement dans son dos. Elle réfléchit à ce qu'elle savait. Un homme qui mentait pour gagner sa vie était arrivé dans un village tranquille. Une femme avait disparu, une bougie avait été brûlée 2 fois, et une horloge avait été brisée pour cacher la vérité. Mais les mensonges ne durent jamais éternellement, et comme le tic-tac du temps, inévitable, insistant, la vérité allait éclater, parce que quelqu'un, quelque part, avait tué Richard Doyle, et Miss Marple avait l'intention de découvrir exactement pourquoi. Chapitre 9. La visite après minuit. Il était un peu plus de minuit quand on frappa à la porte, ni fort ni frénétiquement, mais délibérément. 3 coups rapides, un silence, puis 2 autres. Miss Marple, qui n'était pas encore couchée pour la soirée, leva les yeux de son fauteuil et posa son tambour à broder. Dehors, le village de Rose Hill sommeillait sous un épais brouillard. Il s'infiltrait à travers les haies et se faufilait dans les allées du jardin, enveloppant le monde d'un silence fantomatique. Même les hiboux n'appléatent pas. La lampe dans le couloir de Miss Marple projetait une lueur tamisée tandis qu'elle s'approchait de la porte, ses pantoufles douces, sur le tapis.
Un autre coup. Elle ouvrit la porte sans hésitation visible. Debout là, trempée par la brume et enveloppée dans un cardigan trop fin, se tenait une fille, son visage pâle, ses yeux écarquillés, ses lèvres tremblant non pas de froid, mais de quelque chose de plus profond. « Teresa Novak », dit doucement Miss Marple. « Entrez, ma chère. » La jeune fille entra comme portée par des fils invisibles, se déplaçant rapidement dans la chaleur du couloir. Elle était plus jeune que Miss Marple ne l'avait imaginé, pas plus de 23 ans, avec des cheveux mal teints à un moment donné, et des doigts qui tremblaient tandis qu'elle serrait son cardigan plus fort. Miss Marple la conduisit au salon, où le feu crépitait encore doucement. Elle ne demanda pas comment la jeune fille l'avait trouvée. Elle s'y attendait. Les personnes dans le besoin trouvaient toujours quelqu'un qui les écoutait. « Tu savais que je viendrais, » dit Teresa la voix rauque. « J'espérais que vous le feriez, » dit doucement Miss Marple en lui offrant une couverture et en la guidant vers la chaise la plus proche du foyer. « Vous courez depuis un moment, n'est-ce pas ?» Teresa hocha la tête. Ses mains étaient à vif, ses yeux cerclés de rouge. « Je ne voulais plus mentir. Je pensais que si je me taisais, tout s'arrangerait. Mais ce n'est pas le cas, dit Miss Marple, parce que les secrets, comme les fantômes, ne s'apaisent que lorsqu'on les nomme. Pendant un instant, le seul bruit dans la pièce fut le léger sifflement du bois. Puis Thérèse prit la parole. Je ne l'ai pas tué. Je sais. Je le détestais, Miss Marple. Vraiment, il m'a menti. Il m'a promis de tout recommencer, que nous serions en sécurité, que personne ne nous trouverait. Mais je crois qu'il n'a jamais eu l'intention d'arrêter de mentir. Pas vraiment. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Raconte-moi tout. Et c'est ce qu'elle fit. Teresa avait rencontré Richard Doyle à Londres 3 ans plus tôt. Il donnait alors un séminaire d'écriture sous un autre nom. Edward Merrickhill était charmant, intelligent, plus âgé de près de 20 ans. Il voyait ses poèmes, ses rêves, son besoin d'être vu, et il se rendait indispensable. Au début, elle croyait tout. Puis vinrent les demandes. Utiliser son nom pour ouvrir un compte, l'aider à emprunter un manuscrit pour un ami, prendre une photo avec lui lors d'un événement littéraire où il la présentait comme sa protégée, même si elle apprit plus tard que ce cliché avait servi à tromper un éditeur. Elle était déjà tombée amoureuse lorsqu'elle a découvert son vrai nom. Et à ce moment-là, c'était trop tard. Lorsque le scandale éclata, lorsque ses faux furent découverts et sa fraude littéraire révélée, il disparut, et il l'emmena avec lui. Il a dit qu'on irait au calme, murmura Teresa, le regard fixé sur le feu. On recommence. Il s'est teint les cheveux, s'est laissé pousser la barbe et s'est fait appeler Félix Devril. Il a dit que je devais faire comme si on ne s'était jamais rencontrés, que personne ne devait le savoir. Ils arrivèrent à Rose Hill sous le couvert d'une tempête de neige. Geoffrey Finch, un homme sans famille, mais avec un modeste cottage et une santé fragile, était leur cible. Richard se lia d'amitié avec lui, l'aida et prit même soin de lui. Lorsque Geoffrey s'éteignit paisiblement dans son sommeil, Richard saisit l'occasion. Il revendiquait son titre de locataire. Il revendiquait son identité. « J'étais censé partir après ça, » dit Teresa d'une voix à peine murmurée. « Il a dit que j'étais un danger, que quelqu'un pourrait me reconnaître. Il m'a donné de l'argent et m'a dit qu'il me recontacterait plus tard. Mais elle était restée, cachée à la vue de tous, acceptant un emploi sous la garde de sa cousine Agatha Hollowell, prétendant être une parente éloignée avec un nom étranger et sans histoire. Il n'est jamais revenu me voir. Mais il m'a envoyé des lettres, me disant quoi dire, ou éviter. Et puis, le mois dernier, il m'a dit qu'il rédigeait un Nouveau Testament, qu'il prévoyait de se séparer d'Agatha, qu'Honoria avait quelque chose dont il avait besoin. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça l'effrayait. Miss Marple resta assise en silence, essayant de reconstituer l'histoire. « Alors tu as couru » dit-elle enfin. « Oui » dit Teresa.
J'ai brûlé les lettres, mais pas toutes. Je pensais que quelqu'un comprendrait peut-être. Et puis, quand j'ai appris sa mort, j'ai pensé que c'était peut-être fini. Mais ce n'était pas le cas, dit doucement Miss Marple, parce que quelqu'un l'a tué. Et si ce n'était pas vous, ma chère, alors le tueur nous observe toujours. Thérèse leva les yeux. Sais-tu qui c'était? J'ai des soupçons, répondit Miss Marple, mais j'ai besoin d'une dernière vérité de votre part. Une petite chose, peut-être? Richard, a-t-il jamais caché quelque chose dans la maison? Un compartiment, un tiroir, une cachette. Thérèse hésita, puis hocha lentement la tête. Il y avait un creux dans la cheminée. Derrière l'horloge, il y conservait autrefois de faux manuscrits. Il disait que personne ne penserait à regarder derrière une horloge. Les yeux de Miss Marple brillaient. « Merci, ma chère. C'est peut-être la dernière pièce. » Au matin, l'inspecteur Graves avait reçu une note discrète de Miss Marple, demandant une fouille de la cheminée du salon de Willowbank Cottage. Ils l'ont trouvé. Un petit document plié, jauni et scellé à la cire. Il s'agissait d'un autre testament, daté d'une semaine seulement avant le décès de Richard Doyle. Celui-ci était dûment signé par 2 témoins, apparemment ignorants de ce dont ils avaient été témoins, et son contenu était saisissant. Je lègue ma succession à l'unique bénéficiaire détenant la preuve de ma véritable identité, à condition qu'elle serve à révéler les mensonges que j'ai vécus. Cette personne est Mademoiselle Teresa Novak. Miss Marple lut le testament 2 fois, puis le rendit à Graves. « Il savait, dit-elle doucement. Il savait que quelqu'un viendrait le chercher, et il a laissé une miette de pain. Pas pour la police, mais pour elle. » Graves parut troublé. Alors celui qui l'a tué a peut-être trouvé ça en premier, et a essayé de l'empêcher. En effet, dit Miss Marple, mais ils n'ont pas retrouvé Teresa. Et ils n'ont pas brûlé tous les indices. Elle se leva lentement. « Il est temps, dit-elle, de tendre le piège. » Chapitre 10. Le piège du thé et du sucre. C'était une matinée lumineuse et d'une douceur trompeuse à Rose Hill, le genre de matinée qui incitait les personnes âgées à s'installer dans les chaises de jardin et les chats à se réfugier dans les coins ensoleillés, avant qu'une rafale de vent glacial ne rappelle à tous que l'automne était encore arrivé. La pluie avait cessé, mais les feuilles accrochées aux arbres étaient craquantes, signe d'avertissement. Une journée qui paraissait chaude, mais qui ne l'était pas. Un sourire aux yeux glacés. Miss Marple versa une cuillerée de sucre roux dans son thé, tandis que l'horloge sonnait 11 heures. Elle attendait un visiteur. Pas quelqu'un qui savait qu'il était invité, bien sûr, cela aurait tout gâché. Non, ce devait être une réunion très particulière, une où l'appât était subtil et l'hameçon invisible. Elle regarda à travers la pièce la 2e tasse de thé qu'elle avait posée sur la petite table en acajou. Morceau de sucre, pot à lait, cuillère en argent. Juste comme ça. Elle était allée voir l'inspecteur Graves ce matin-là. La conversation avait été brève mais pertinente. « Il n'y a pas encore de preuves », avait dit Graves en se frottant le front. « Seulement des déductions et des spéculations. »« Il n'y en a jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard, » répondit doucement Miss Marple. « Mais vous êtes d'accord pour dire que le Second Testament change tout ?» Il avait hoché la tête d'un air sombre. « Cela donne un mobile à Teresa, mais cela révèle aussi une intention. » Doyle avait prévu de se démasquer, peut-être même d'utiliser Teresa pour y parvenir. Et cela, avait-elle dit, aurait effrayé quelqu'un. De retour à son chalet, elle s'assit tranquillement et attendit que la peur franchisse sa porte. Elle est arrivée juste avant midi, sous la forme d'Agatha Hollowell. Elle était arrivée sans prévenir, ce à quoi Miss Marple s'attendait. Elle portait son élégant manteau camel habituel, un peu trop habillée pour une visite informelle, mais peut-être venait-elle de l'église ou de la poste, ou peut-être avait-elle simplement voulu être habillée pour avoir confiance en elle. « Jane, j'espère ne pas te déranger, » dit Agatha d'un ton léger, trop léger. « Je passais juste devant et je me suis dit, eh bien, on n'a pas vraiment discuté depuis une éternité. »« Tu es toujours la bienvenue, Agatha, » dit Miss Marple en souriant.
Entre, je viens de préparer du thé. » Agatha entra, jetant un coup d'œil circulaire au salon, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un d'autre. Thérèse, peut-être, ou l'inspecteur. Ne trouvant ni l'un ni l'autre, elle se détendit. Juste un instant. Miss Marple servit le thé. Pas besoin de faire de théâtre. Après tout, la vérité se révèle volontiers en compagnie d'une douceur. « Du sucre ?» demanda-t-elle. « 2, s'il vous plaît, » dit automatiquement Agatha. Miss Marple laissa tomber les cubes, remua doucement et lui tendit la tasse. Elles restèrent assises quelques minutes en silence, sirotant et discutant poliment. L'état des bancs de l'église, une moisissure particulièrement désagréable dans la cuisine de l'Institut féminin, les mauvaises habitudes du chien de mademoiselle Crowthorne. Puis mademoiselle Marple posa sa tasse de thé et regarda par-dessus la table. « J'ai reçu une visite plutôt inattendue hier soir, » dit-elle d'un ton désinvolte. « Une jeune femme. » Les doigts d'Agatha se figèrent sur l'anse de sa tasse. C'était subtil, très subtil, mais pas invisible. « Ah bon ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un de la paroisse ?»« Non, » répondit Miss Marple. « Du passé, je dirais. Elle s'appelle Teresa Novak. » Il y eut un silence, un long silence. « Je vois, » dit enfin Agatha. « Alors elle est revenue. »« Elle n'est jamais vraiment partie, » répondit Miss Marple. « Elle s'est juste effacée, comme le font souvent les filles effrayées lorsque des hommes puissants leur font des promesses et leur confient des secrets. » Agatha prit une gorgée de thé, mais ses mains étaient raides. Elle reposa la tasse avec précaution. « Elle t'a tout dit ?»« Assez, » dit doucement Miss Marple. « Assez pour savoir qu'elle ne l'a pas tué. Et assez pour savoir que quelqu'un d'autre avait une raison bien plus forte de le faire. » Le silence dans la pièce changea. Il s'épaissit. « Agatha, » dit Miss Marple doucement, « vous saviez qui il était. » Les lèvres d'Agatha s'entr'ouvrirent légèrement. « Vous le saviez depuis le début, » poursuivit Miss Marple. « Vous l'avez reconnu. Non pas dans un magazine, comme vous avez prétendu l'entendre plus tard, mais dans la vie. Peut-être à Londres, peut-être grâce à une précédente liaison, peut-être même au dernier jour de Geoffrey Finch. Vous l'avez aidé à s'installer ici. Vous l'avez aidé avec la propriété. Peut-être même espériez-vous tirer profit de sa nouvelle identité. Et puis, lorsqu'il a rédigé son premier testament vous léguant tout, vous vous êtes cru en sécurité. » Agatha se leva lentement. Son expression était immobile, mais ses yeux flamboyaient. « Et puis il a changé d'avis, » dit Miss Marple, toujours assise. « Il s'est à nouveau attaché à Teresa. Ou peut-être craignait-il simplement que le filet ne se referme sur lui. Quoi qu'il en soit, il avait l'intention de tout lui léguer. À la fille qui pouvait vous ruiner. »« Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Agatha, la voix tremblante. « Mais si, » répondit Miss Marple, « parce que tu étais à la fête, tu étais près des rhododendrons, et tu étais la seule à... n'était pas Saône, ne vous a jamais vu partir. Pourtant, vous êtes réapparu quelques minutes après la découverte du corps, rouge et troublé, prétendant vous être éloigné pour prendre de l'aspirine. Curieux, n'est-ce pas? Tant de regards se sont tournés vers vous ce jour-là, et pourtant personne ne vous a vu près de la table après 15h30. La voix d'Agatha se brisa. Il allait tout révéler. « Oui, » dit Miss Marple d'un ton aimable mais implacable, « mais un meurtre n'est pas un effacement. Il laisse des traces d'encre partout. » Agatha baissa les yeux sur ses mains gantées. « Il a ri, » murmura-t-elle. « Quand je l'ai supplié de ne rien changer, il a ri. Il a dit qu'il ne me devait rien, qu'il pouvait me ruiner avec une seule lettre, que j'étais utile, rien de plus. » Miss Marple ne dit rien. Elle attendit simplement. « J'ai apporté la bougie, » dit Agatha, sa voix lointaine maintenant. « Je ne sais pas pourquoi. » Il en gardait une allumée pendant qu'il écrivait. C'était symbolique. Je ne voulais pas l'utiliser. Mais ensuite, je l'ai posée à côté de lui, comme si ça les distrait. Et l'horloge, elle hocha lentement la tête. Il tournait. Je l'ai remis en marche, juste un peu, juste assez. Miss Marple se leva enfin et alla à son bureau.
Elle sortit un papier plié du tiroir et le tendit à Agatha. « C'est une confession, dit-elle. Je l'ai écrite. Il ne manque que ta signature. J'ai laissé la place à la vérité. Mais je crois qu'il est plus doux que ce soit tes mots, pas les miens. » Agatha regarda le papier. La pièce était à nouveau silencieuse. « Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer, » a-t-elle déclaré. « Non, » dit Miss Marple, « mais vous l'avez fait. Et maintenant vous devez aider à réparer ce qui reste. » Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Graves est arrivé pour récupérer Agatha Hollowell. Calme, posée et répétant déjà les remords polis qu'elle emporterait avec elle dans les journaux et la salle d'audience. Thérèse, restée cachée à proximité, regardait derrière le rideau. Miss Marple la rejoignit. « Tu es libre maintenant, ma chère, » dit-elle. Thérèse se retourna. « Mais que se passe-t-il ensuite ?» Miss Marple esquissa un léger sourire. « Maintenant, recommence. » Mais cette fois, sans courir. La fille hocha la tête. Dehors, le soleil avait enfin percé. La bougie avait brûlé 2 fois. Et la justice, silencieuse, discrète et enveloppée dans le parfum du sucre et du thé, était enfin arrivée à Rose Hill. Chapitre 11. La maison qui retenait son souffle. Il règne une sorte de calme dans un village après la résolution d'un crime. Un calme qui n'est pas la paix, mais quelque chose de plus fragile, comme le silence après un orage, lorsque chaque feuille était mouillée et luisante, et que personne ne sait vraiment s'il faut sortir ou attendre encore un peu. À Rose Hill, ce silence persistait dans chaque haie, planait dans la file d'attente à la poste, et s'insinuait dans les voies de la chorale de Saint-Luc. Car même si Agatha Hollowell avait avoué que l'inspecteur Graves l'avait consciencieusement conduite en garde à vue, une part du choc restait suspendue dans l'air. L'incrédulité qu'une des leurs, une femme qui présidait la société de jardinage et organisait la fête des récoltes pendant 17 années consécutives, ait été capable de meurtre. Miss Marple, quant à elle, ne semblait pas surprise. Elle était seulement légèrement triste. « On me demande souvent, » a-t-elle confié au docteur Rowntree, alors qu'il partageait un thé tranquillement dans son salon 2 jours après l'arrestation. « Pourquoi tant de choses se produisent dans les villages ? Je réponds toujours que ce n'est pas qu'il y a plus de crimes. C'est qu'à la campagne, les masques sont plus fins. Les gens vivent près les uns des autres. Tôt ou tard, on voit quelque chose. » Le docteur Rowntree hocha la tête solennellement. « Vous pensez qu'Agatha a tout planifié depuis le début ?» Miss Marple remua son thé. « Non, pas au début. Je crois qu'elle croyait pouvoir le contrôler, qu'elle pouvait transformer ce mensonge en une chose avec laquelle elle pourrait vivre. Mais les menteurs, comme les incendies, grandissent s'ils ne sont pas entretenus. » Le médecin baissa les yeux. Elle l'appréciait beaucoup, je crois. Ou plutôt, ce qu'elle croyait qu'il était. « Oui, » répondit doucement Miss Marple, et quand il a essayé de lui enlever cela, quand il s'est tourné vers quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qu'elle avait caché, je pense que la trahison est devenue trop cruelle. Elle s'est vue s'effondrer, et elle a choisi de réduire au silence la seule personne qui pouvait la détruire. Le docteur Rowntree soupira. Une affaire terrible. Qu'adviendra-t-il du cottage, je me le demande ? À ce moment-là, l'expression de Miss Marple changea légèrement. « C'est précisément ce que j'ai l'intention de découvrir, » dit-elle. Plus tard dans la journée, elle se dirigea vers Willowbank Cottage, la maison qui avait abrité un fantôme bien avant la mort de son faux occupant. La police avait terminé ses recherches. La maison était désormais inoccupée, fenêtres closes, portail entr'ouverte comme pour inviter le vent. Elle se dressait comme un souvenir que personne ne voulait s'approprier, jolie dans la lumière de l'après-midi, avec le lierre qui s'enroulait autour de son arche de pierre, mais pourtant creuse. Une maison qui avait autrefois exhalé des histoires et qui respirait désormais le silence. Miss Marple traversa l'allée envahie par la végétation et s'arrêta un instant devant la porte. L'inspecteur lui avait donné la permission de récupérer quelques objets restants pour Teresa, quelques lettres, une photo encadrée et le petit lapin en céramique posé sur la cheminée.
Elle portait un petit panier tressé et ses chaussures à semelles souples. La clé tourna avec un clic réticent. À l'intérieur, l'air était froid. Non pas le froid de l'hiver, mais celui d'une chose laissée à l'abandon. Elle entra dans le salon, où la poussière avait commencé à recouvrir les surfaces et où l'âtre portait encore les traces carbonisées d'un incendie récent. L'horloge sur la cheminée avait été remise en marche. Son tic-tac était maintenant étrangement insistant. Miss Marple parcourut l'espace familier, notant ce qui avait changé. La machine à écrire avait disparu, saisie comme preuve. La pile de cahiers avait été mise en carton. Mais sur le mur au-dessus du bureau, quelque chose de nouveau attira son attention. Une lettre encadrée, pressée sous verre. C'était un poème, signé F.D., daté quelques semaines seulement avant sa mort. Mais l'écriture n'était pas celle de Doyle. Miss Marple regarda de plus près. C'était celui de Teresa, un vers calme et envoûtant, décrivant la maison qui retenait son souffle, et une bougie qui brûlait alors que le soleil brillait encore. Cela lui a envoyé un frisson dans le corps. Thérèse l'avait écrit puis encadré. Ou peut-être il l'avait, comme un symbole, ou comme un trophée. Quoi qu'il en soit, cela montrait clairement une chose. Leur lien avait perduré, bien après qu'elle eût prétendu avoir été rejetée. Miss Marple s'assit lentement dans le fauteuil délavé près de la fenêtre, son esprit parcourant les pièces de la maison comme un courant d'air. Teresa avait dit qu'elle le détestait, qu'elle avait brûlé ses lettres, qu'elle avait eu peur. Tout cela était vrai. Mais la peur, Miss Marple le savait, avait une jumelle. Cela s'appelait fascination. Et parfois, les gens que nous fuyons, nous les fuyons aussi point verse, ne serait-ce que pour toucher la flamme une dernière fois. Elle se souvenait aussi de la confession d'Agatha, la bougie, l'horloge. Mais une chose n'avait jamais vraiment convenu, la position du corps, incliné, la main repliée près de l'herbe, comme s'il était tombé en arrière, pas effondré, pas de lutte, pas de combat, et la bougie, brûlée aux deux extrémités, un message. Mais de qui? Soudain, Miss Marple se leva. Elle se dirigea vers le bureau et ouvrit le tiroir du bas. Vide. Mais elle appuya à la base, et le faux cul se déplaça. Un faux cul, pas vraiment professionnel, mais suffisant pour cacher un petit détail. Elle a tendu la main. Une lettre, non scellée, pliée en 4, légèrement parfumée de quelque chose. Était-ce du lilas? Elle le déplia soigneusement. « Tu as toujours dit que je ne le ferais pas, que je ne pouvais pas, que j'étais trop faible, trop jeune, trop oubliable. Mais tu as oublié quelque chose, Richard. Tu m'as fait me souvenir, et je me suis souvenu de tout. Alors quand je t'ai revu avec elle, la plus âgée, avec ses gants polis et son regard attentif, j'ai su que tu n'avais pas fini. Pas vraiment. Tu allais repartir. Mais cette fois, c'est moi qui suis parti. Tu as dit que je ne pourrais jamais te faire de mal. Mais j'ai allumé la bougie. Je t'ai regardé boire le thé. Je t'ai dit que l'heure n'était pas bonne. Et tu as ri. Comme toujours. Mais j'ai arrêté l'horloge. Et maintenant la maison est calme. Miss Marple s'assit lourdement. Donc Agathe avait avoué, mais elle ne l'avait pas tué. Elle l'avait trouvé mort, et a ajusté la scène pour se sauver. Le meurtrier était Teresa Novak, pas dans un accès de rage, mais dans une vengeance froide et méthodique. Plus tard dans la soirée, Miss Marple est retournée au bureau de l'inspecteur. Elle déposa la lettre devant lui. Il le lut en silence, la mâchoire serrée. « Elle le niera, » dit-il doucement. « Elle ne le fera pas, » répondit Miss Marple. « Tu crois qu'elle va se rendre ?»« Non, » répondit Miss Marple, « mais elle comprendra que nous savons. Et savoir, c'est ce qui compte. La justice doit être vue, pas seulement pour les tribunaux, mais aussi pour la mémoire. » Graves ferma lentement la lettre. « Que voulez-vous que je fasse ?» Miss Marple regarda par la fenêtre. Le brouillard était revenu. Le village était à nouveau plongé dans le silence. Elle n'a pas d'argent, pas de biens, pas de pouvoir.
Elle n'exercera plus jamais un tel pouvoir. Et je pense, a-t-elle dit, qu'elle portera ce fardeau toute sa vie, plus lourd qu'une peine de prison ne le pourrait jamais. Il hocha la tête, lentement, gravement. Et Agatha, elle a modifié une scène de crime, a déclaré mademoiselle Marple. Elle a avoué un meurtre qu'elle n'avait pas commis, pour se protéger. C'est aussi un crime. L'inspecteur soupira. Je vais écrire. Miss Marple se leva pour partir. À la porte, elle s'arrêta. La maison, dit-elle, a longtemps respiré le mensonge. Il est temps de la laisser expirer. Chapitre 12. Le souvenir qui ne dormait pas. Rose Hill, malgré ses haies et ses brumes vaporeuses, avait toujours été un lieu chargé de souvenirs. C'était un village où les gens se souvenaient non seulement de ce qui s'était passé 10 ans auparavant, mais aussi de ce qui s'était passé. Presque il s'est passé des choses. Les secrets à moitié dévoilés et les quasi-scandales, les sourires trop figés, les silences trop appuyés. Un haussement de sourcils depuis un banc d'église pouvait rester gravé dans la mémoire de quelqu'un plus longtemps que la plupart des mariages. Et maintenant, il s'agissait de se souvenir à nouveau, non pas par un cri, mais par un murmure, un souffle collectif resserré chaque fois que quelqu'un passait, devant Willowbank Cottage, où mentionnait le nom de Teresa Novak. Aucune inculpation officielle n'avait été déposée, aucun scandale majeur n'avait été annoncé. Mais à Rose Hill, le silence partagé était plus puissant que n'importe quel verdict officiel. Miss Marple avait vu tout le village prendre son prochain souffle, superficiel, incertain, instable. Et cela, elle le savait, signifiait que son travail n'était pas terminé. Il ne s'agissait pas seulement de résoudre le crime. Il s'agissait de régler l'affaire, pour vérité, la mener doucement à la lumière, où il pourrait cesser de hanter les gens, où il pourrait cesser de s'envenimer. Alors, elle a décidé qu'il était temps de raconter une histoire. Ce n'est pas un mensonge, mon Dieu non, mais un mensonge bien placé version de la vérité. Une vérité qu'on pourrait avaler, comme une cuillerée de médicaments amers dans une tasse de thé sucré. Elle a commencé avec Madame Weatherby. Une rencontre fortuite au marché. Des carottes dans une main, un exemplaire de le Church Times dans l'autre. « Ma chère », avait dit Miss Marple avec ce ton conspirateur qui ne cessait de nous émouvoir. « J'ai entendu une chose très curieuse de la part de l'inspecteur ce matin. Savez-vous qu'il semble que la pauvre Agatha n'ait pas été aussi responsable qu'on le pensait ?» Les yeux de Madame Weatherby s'écarquillèrent comme de la pâte qui lève. « Tu ne le dis pas. »« dit Miss Marple en choisissant un poireau. « Il pense que quelqu'un d'autre a peut-être trafiqué le thé. Empoisonné, vous savez. Pas violent du tout, plutôt calme. Je dis toujours que ce sont les calmes qui surprennent. » Et puis elle est passée à autre chose. À la fin de la journée, l'histoire s'était répandue, non pas comme un fait avéré, mais comme une spéculation. Le genre de spéculation impossible à réfuter, tant elle était calme. Et Rose Hill, comme tous les villages anglais, avait un faible pour les histoires tragiques sans spectacle. Quelque chose de triste et de subtil, quelque chose qu'on pouvait porter comme une dentelle de deuil plutôt qu'un voile funéraire. Mais tout le monde n'a pas accepté l'histoire aussi facilement. Certains fantômes se souvenaient différemment. C'est par un froid vendredi soir, alors que le soleil se glissait derrière les collines et éclairait le ciel de traînées de safran et de mauve, que Teresa Novak revint au cottage de Miss Marple. Ne pas avouer, ne pas nier, mais pour régler autre chose. Miss Marple ouvrit la porte sans surprise. « Entrez, mon enfant. » C'est ce qu'avait fait Thérèse. Son manteau était trop grand, ses yeux fatigués d'une façon plus profonde que le sommeil. Elle paraissait plus vieille que son âge, non pas à cause de son âge, mais à cause de son âge. Miss Marple n'a pas proposé de thé. Elle a simplement attendu. « J'ai entendu, » dit doucement Teresa, « ce qu'ils disent. J'imagine que... oui, que c'était quelqu'un d'autre. Une erreur. Que j'étais moi aussi une victime. » Miss Marple ne dit rien. « Je ne le suis pas. » Miss Marple bougea enfin,
marchant vers la fenêtre, où la dernière lumière filtrait derrière la haie. « Tu n'es pas innocent, dit-elle, mais tu n'es plus celui que tu étais non plus. Il t'a transformé, façonné par ses mensonges, et quand le moment est venu, tu as cru qu'il n'y avait pas d'autre solution. »« Je l'ai fait, » dit Teresa, la voix brisée. « Je voulais qu'il parte. Je voulais être libre. Il a dit qu'il ne me laisserait jamais partir. »« Tu l'as cru. Je savais, lui. » Miss Marple se retourna, les yeux remplis d'une gentillesse qui blessait plus profondément que la colère. « Et pourtant, tu es restée. » Thérèse cligna des yeux. « Quoi ? Tu es restée à Rose Hill. Tu aurais pu fuir. Tu aurais pu disparaître comme il te l'avait appris. Mais tu ne l'as pas fait. » Thérèse baissa les yeux. « Je ne voulais plus courir. » Miss Marple hocha la tête. « C'est quelque chose. »« Je ne veux pas faire semblant, » dit Teresa. « Mais je ne veux pas non plus être prisonnière. » Miss Marple s'approcha et lui prit doucement la main. « Tu portes déjà une peine, » dit-elle. « Une peine que les tribunaux ne peuvent pas prononcer. Et une peine qui durera plus longtemps que les barreaux. » Les larmes coulèrent, mais Thérèse les retint. « Et maintenant ? » « Tu trouves un travail honnête, » dit Miss Marple. « Tu vis tranquillement. Tu entretiens un jardin. Tu aides quelqu'un dans le besoin, quand tu peux. Et un jour, peut-être dans longtemps, tu te surprends à te regarder dans le miroir et à penser « Je n'y ai pas échappé. Je l'ai enduré. Cela suffira. » Thérèse se leva. Elle n'a pas parlé, mais elle hocha la tête. Et puis elle est partie, dans l'air nocturne qui avait commencé à bourdonner de givre. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise près du feu, ses aiguilles posées sur ses genoux, ses pensées se déplaçant plus lentement que d'habitude. Pas fatiguée, mais mesurée. Un crime a été commis. Une vie avait été prise. 2 femmes se sont cassées. Un en fureur, l'autre dans la peur. Mais le village commençait à se calmer. Madame Crowthorne avait repris ses soupçons sur le fils du boulanger. La chorale avait choisi un nouveau cantique. Même le vicaire avait remarqué que la fête des récoltes devrait peut-être être plus simple cette année, et que la leçon d'humilité pourrait leur être utile à tous. Seul le chalet est resté vide. Une maison qui avait autrefois abrité des mensonges attendait désormais, tranquillement, d'être à nouveau habitée. Et Miss Marple, qui avait vu trop d'histoires se terminer et trop d'autres commencer, ferma les yeux et murmura au feu « Même une bougie, brûlée 2 fois, émet encore de la lumière. » Chapitre 13. La dernière lumière à Rose Hill. Le village de Rose Hill, bien que toujours charmant, avait changé. Pas en apparence. Les toits de chaume étaient restés impeccables. Les murs de pierre s'effondraient encore délicatement à leurs angles, et la cloche de l'église sonnait aussi fidèlement que toujours. Mais au fond, quelque chose avait changé. Un silence s'était installé sur son rythme familier. Ce n'était pas vraiment du deuil, mais plutôt une forme de recueillement, une reconnaissance collective qu'ils avaient failli oublier que le mal ne portait pas toujours le masque de la violence ou de l'étrangeté. Parfois, cela s'accompagnait de charme, et de thé, et de poésie. Dans les semaines qui avaient suivi l'arrestation d'Agatha Hollowell et son retrait discret de la société villageoise, la véritable identité de Richard Doyle et sa mort tragique avaient disparu des conversations, mais pas des mémoires. On n'en parlait plus qu'à voix basse, avec des regards en coin, comme si l'air lui-même pouvait encore porter des traces du scandale. Teresa Novak est restée à Rose Hill. Ce seul fait aurait fait sourciller, et c'est ce qui s'est passé. Mais Miss Marple avait veillé à ce que sa présence ne soit pas perçue comme une ombre persistante, mais comme un élément de la guérison. Teresa travaillait désormais à la bibliothèque sous la supervision réticente, mais finalement consentante, de Madame Brindle. Elle était calme, ponctuelle et d'une courtoisie irréprochable. Elle ne parlait jamais de Richard Doyle, et avec le temps, le village commença à l'accueillir avec cette manière si typiquement anglaise, en faisant comme si le passé n'était que murmuré, jamais crié,
Miss Marple, observant depuis son banc habituel à Saint-Luc ou derrière ses rideaux de dentelle, une tasse de thé à la main, savait que le dernier chapitre n'était pas encore tout à fait écrit. Il restait un fil à dénouer. Une visite s'imposait. Et ainsi, par une matinée claire, marquée par une douce brise et le son lointain des cloches des moutons, Miss Marple enfila son manteau de marche gris pâle, prit son sac à main, celui avec le fond renforcé et les violettes pressées cachées secrètement à l'intérieur, et commença sa marche vers la prison de Marleycombe. Agatha Hollowell avait vieilli de 10 ans, en l'espace de 3 semaines. Ses cheveux, autrefois soigneusement bouclés et retenus sous un chapeau de velours, étaient désormais gris et flasques. Son visage, pâle même dans sa jeunesse, était désormais blanc comme du papier, les rides autour de sa bouche étant plus profondément creusées par le silence que par le temps. Mais ses yeux, eux, n'avaient de pas changé, toujours vifs, toujours fiers. Elle accueillit Miss Marple sans chaleur ni mépris, simplement en guise de remerciement. « Vous, dit-elle doucement, tandis que l'infirmière accompagnait Miss Marple dans le parloir. « Bien sûr. J'ai pensé qu'il était juste, dit Miss Marple en s'installant sur la chaise en face d'elle. Que nous nous parlions une dernière fois, en tant que femme, en tant que témoin de la même tempête. » La bouche d'Agatha se tordit légèrement. « Tu es venue me demander pourquoi je ne l'ai pas arrêté. »« Non, dit Miss Marple. Je suis venue vous remercier. » Cela la fit taire. « J'y ai bien réfléchi, » continua Miss Marple. « Vous êtes arrivé peu après sa mort. Vous avez vu la coupe, la bougie, peut-être même le mot, et vous avez immédiatement compris ce qui s'était passé. »« Oui, » dit Agatha après un long moment, « et je savais à quoi cela ressemblerait si je restais silencieuse. Alors tu as choisi d'avouer. J'ai choisi de lui donner une chance. » Miss Marple la regarda un long moment. « Tu le détestais aussi. » Une pause. « Si, » murmura Agatha. « Pas au début. Au début, je pensais qu'il était le salut, l'excitation, une raison de remettre du rouge à lèvres. Mais les hommes comme lui, ils ne le font pas. Voir toi. Ils t'utilisent pour se refléter. Et quand il a amené son ici, quand j'ai vu qu'il n'avait pas l'intention de recommencer, seulement de répéter tout avec quelqu'un de plus jeune. » Elle s'est arrêtée. Miss Marple n'a pas insisté. « Est-ce que tu le regrettes ?» demanda-t-elle doucement. « Non, dit Agatha, mais j'aurais aimé être plus forte dans le droite manière. » Miss Marple tendit la main par-dessus la table et doucement lui toucha la main. « Nous le souhaitons tous, » a-t-elle dit, à un moment ou à un autre. La matrone a annoncé que le temps était écoulé. Agatha se leva. À la porte, elle marqua une pause. « Elle l'emportera avec elle. »« Oui, » répondit Miss Marple, « mais elle le fera avancer. » Pas reculer. Agatha fit un simple signe de tête, puis disparut derrière la porte en fer. Le dimanche suivant, Rose Hill célébra son Thanksgiving des récoltes. Les bancs de l'église Saint-Luc étaient y décorés de citrouilles, de pommes, de tiges de blé séché et de bouquets de soucis. Des enfants, vêtus de leurs plus beaux pulls, chantaient timidement au premier rang, tandis que l'orgue jouait « We plough the fields and scatter », un demi-temps trop lentement. Miss Marple, à sa place habituelle près de la fenêtre sud, chantait d'une voix si douce qu'elle aurait pu être un souvenir. Teresa était assise au fond, à côté de Madame Brindle. Elle portait un manteau de laine bleue et tenait un recueil de cantiques avec douceur, telle une vérité fragile. Elle ne croisa le regard de Miss Marple qu'une seule fois, et dans ce regard, il n'y avait pas de gratitude, pas encore, mais quelque chose de bien plus puissant. Reconnaissance. Après la cérémonie, le village se déversa dans le cimetière où cidre et pain d'épices furent distribués avec une politesse mesurée. Le major Braithwaite déclara haut et fort que le sermon du vicaire manquait d'allusion au service militaire, tandis que mademoiselle Crawthorne examinait chaque citrouille à la recherche de signes de coloration anormale. Thérèse a aidé à servir le pain d'épices. Personne n'a objecté. Et Rose Hill,
prudemment, timidement, commença à respirer à nouveau. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de son feu, tricotant ses aiguilles lentement et régulièrement. Une bougie brûlait sur la table à côté d'elle, fine, blanche, allumée à une seule extrémité. Elle le regarda longuement avant de parler à voix haute, à personne. « Voyez-vous, une bougie qui brûle 2 fois ne s'éteint pas seulement plus vite. Elle projette une ombre plus longue en brûlant. » Le vent soupirait contre les vitres, comme en réponse. Elle posa son tricot et attrapa son carnet, non pas celui qu'elle utilisait pour les patrons ou les listes de courses, mais le journal relié en cuir qu'elle gardait sous clé dans son tiroir latéral. Celui étiqueté recueil de cas, réflexion privée. Elle a écrit une seule ligne, affaire classée, vérité retrouvée, guérison amorcée. Et en dessous, dans sa main fine et régulière, la justice ne se résume pas toujours à un tribunal. Parfois, c'est une vie tranquille reconquise petit à petit. Elle a fermé le livre. Le feu crépitait. La bougie brûlait. Dehors, la dernière lumière de Rose Hill brillait, intacte. Chapitre 14. La flamme silencieuse. Chapitre final. Le gel arriva tôt cette année-là. Fin octobre, les champs au-delà de Rose Hill étaient recouverts d'argent au matin, les haies scintillant comme des rangées de verre filés. Au crépuscule, de la fumée s'échappait doucement des cheminées, et les parfums de tourbe et de pin commençaient à se répandre dans les ruelles du village. L'automne était arrivé en force, apportant avec lui non seulement le changement de température, mais aussi un sentiment de calme, un calme nécessaire, comme si la terre elle-même s'était arrêtée pour respirer. Rose Hill aussi. Les événements entourant la mort de Félix Devril, de son vrai nom Richard Doyle, avaient laissé des traces, mais la blessure, bien que non oubliée, commençait à se cicatriser. Les villageois reprirent leur petite querelle à propos des concours de clubs de jardinage et des rotations de fleurs à l'église. Les enfants recommencèrent à jouer à la marelle devant le marchand de légumes, et Madame Fillmore se plaignit une fois de plus du retard scandaleux de la livraison des oignons marinés. Mais sous tout cela, un nouveau genre de silence persistait, non plus craintif mais vigilant. Miss Marple avait toujours dit que le temps ne guérit pas toutes les blessures. Avec un peu de chance, il les adoucit. Il transforme la lame acérée du chagrin en une pierre émoussée qu'on peut transporter dans sa poche. Et cela, finalement, suffit. Près d'1 mois s'était écoulé depuis les aveux, depuis qu'Agatha Hollowell avait disparu dans les couloirs métalliques du centre pour femmes de Marleycombe, et depuis que Teresa Novak avait choisi de ne pas fuir mais de rester, une jeune femme vivant tranquillement dans un village qui n'oublierait jamais complètement celui qu'elle avait suivi, ni celui qu'elle avait contribué à éliminer. Cet après-midi-là, Miss Marple était assise dans son salon, le feu allumé doucement, et une couverture sur les genoux. Une lettre était ouverte sur la table basse, un papier crème, légèrement taché, signé simplement « T ». On m'a proposé un poste à la Marleycombe Literary Society. Juste un poste administratif, bien sûr, mais ça a l'air d'être un début. Madame Brindle dit qu'elle me donnera une lettre de recommandation. Je quitte la bibliothèque à la fin du mois. Je pense être prête à vivre dans un endroit où personne ne me regarde comme si j'allais disparaître. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, ou que tu m'as vu, pas seulement ce que j'avais fait. Avec de doux remerciements, Miss Marple le relut, le plia et le plaça délicatement dans le tiroir sous l'horloge. Elle sourit à elle-même, pas triomphante, pas même contente, mais contenue. Une émotion rare, et elle ne la prenait pas à la légère. On a frappé à la porte. Lorsqu'elle répondit, elle trouva le révérend Topham debout sur le pas de la porte, les joues rouges de vent et son écharpe comiquement nouée comme s'il se battait contre elle-même. « Mademoiselle Marple, » dit-il, essoufflé et sérieux, « j'espère que vous me pardonnerez cette intrusion, mais je me demandais si je pouvais vous déranger quelques instants de votre sagesse. »« Toujours, » dit Miss Marple en s'écartant, « mais je vous préviens, je n'ai pas d'avis tranché sur le rembourrage des coussins des bancs. » Il gloussa en entrant. « Non, c'est plus délicat. Il s'agit de pardon. »
Miss Marple lui fit signe de s'asseoir. « Ce n'est pas un sujet facile. »« Non, dit-il, ce n'est jamais le cas. Mais c'est une question qui semble être sur toutes les lèvres ces derniers temps. Voyez-vous, certains pensent qu'en tant que paroisse, nous devrions saluer mademoiselle Novak plus officiellement, tendre la main. Et d'autres, eh bien, qui pensent que le silence est plus sûr. Et qu'est-ce que toi croyez-vous, révérend ? » Il soupira. « Je crois à la miséricorde, mais je crois aussi à la peur. Elle fait des choses étranges à des gens par ailleurs bons. Elle les pousse à se raccrocher à leur confort et à fermer leurs portes. » Miss Marple le regarda avec chaleur. « Alors, vous avez raison. La peur est très humaine, mais le courage aussi. Et le courage, j'ai constaté, ressemble rarement à un geste d'épée. Parfois, il s'agit simplement de dire bonjour à quelqu'un que personne d'autre ne salue. » Il sourit faiblement. « Alors tu crois que le village va changer d'avis ? » ?»« Je pense que c'est déjà le cas. À sa manière, lentement, hésitant. Mais le problème avec les villages, c'est qu'ils sont construits pour continuité. Les gens ne vivent pas côte à côte pendant des décennies sans apprendre à partager le pardon comme ils partagent la farine et les ragots. » Le révérend aux femmes se leva, visiblement plus léger. « Merci, Miss Marple. Grâce à vous, l'obscurité paraît toujours plus petite. » Elle l'accompagna jusqu'à la porte, seulement parce que je me souviens de l'époque où il faisait plus sombre, et je n'oublie jamais où j'ai posé ma lampe torche. Ce soir-là, Miss Marple fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle a allumé une bougie. Il était posé dans un support en laiton, simple, fin, familier. Il faisait partie d'une paire ayant appartenu à sa grand-mère et qu'on ne sortait plus que pour les grandes occasions. Mais ce n'était pas une célébration, ni un rituel. C'était un souvenir. Elle posa la bougie sur la cheminée, à côté de l'horloge qui tic-taquait maintenant, avec une précision et une douceur persistantes. Pas un mot ne fut prononcé. Aucun geste grandiloquent ne fut fait. Elle se contenta d'observer la flamme. Et dans la flamme, elle a tout vu. Richard Doyle, dont les mensonges l'avaient rattrapé. Agatha Hollowell, dont le cœur avait été brisé par l'ambition. Teresa Novak, dont la vie avait presque été ruinée par les deux. Et le village, qui avait été presque réduit au silence, mais qui avait trouvé une voie dans la gentillesse. Et elle-même, Jane Marple, ni héroïne, ni juge, ni sauveuse. Juste une femme qui écoutait quand les autres la rejetaient, qui regardait quand les autres se détournaient, qui a remarqué que la bougie avait brûlé, non pas une fois, mais 2 fois. La première flamme était le mensonge, le deuxième était le règlement de compte, et ce qui restait, pensa-t-elle, tandis que la cire s'accumulait lentement sous la mèche, était lumière. Pas brillant, mais stable, et ça ferait l'affaire. Cela ferait toujours l'affaire.